Bonjour à tous. Je suis présidente de la Fondation Gattefossé et c'est en son nom que je vous accueille. Vous êtes soignant, médecin, directeur d'établissement hospitalier, pharmacien, kiné. Vous êtes tous bienvenus. En cette période délicate, nous vous savons très mobilisés par la pandémie. Aussi, je vous remercie de prendre ce temps de pause réflexive avec nous. Nous avions prévu ce 3 novembre une rencontre entre les hospitaliers ayant répondu à notre appel à projet et ayant reçu une bourse ou pas. Nous souhaitions les remercier pour avoir répondu à ces dossiers de candidature et surtout leur proposer des échanges autour d'expériences réussies avec l'usage des huiles essentielles à l'hôpital. N'ayant pu mettre en œuvre cette journée, nous adaptons notre politique d'échange et considérons surtout que cette pandémie ne doit pas être un frein, que cette crise ne doit pas être un frein au partage des expériences. Aussi, nous nous engageons en tant que Fondation Gattefossé aujourd'hui à aborder un sujet qui nous semble plus qu'essentiel, à savoir l'accompagnement des soignants. 2 heures de témoignages et de réflexion, 2 heures qui, nous l'espérons, vous donneront des pistes d'action à mener facilement. Le programme comprend donc 2 témoignages d'équipes soignantes et 2 interventions de membres de notre comité scientifique. Le docteur Françoise Quick-Marinier nous analysera de manière scientifique les bienfaits de l'olfactothérapie et le professeur de médecine Jacques Kopfer-Schmidt témoignera de l'importance de soutenir les soignants dans leur démarche auprès des patients. Nous les remercions de leur participation. Cette conférence est une première pour la Fondation. Nous organiserons sans doute d'autres conférences, d'autres webinaires, si cette forme de rencontre virtuelle vous convient. Aussi, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires à la suite de cette rencontre et à suivre aussi nos actualités sur LinkedIn. Bonjour, je m'appelle Ségolène Moirengros, je dirige la Fondation. Vous le savez, et Sophie l'indiquait à l'instant, nous devions nous rencontrer aujourd'hui à Lyon pour évoquer l'aromathérapie à l'hôpital autour de 2 tables rondes, l'une autour de la douleur et l'autre autour de la vieillesse. Cette rencontre, on souhaite bien sûr la maintenir et l'organiser au printemps prochain. On ne peut évidemment pas vous donner de date tout de suite, étant donné le contexte actuel et le manque de visibilité, mais on espère bien pouvoir se positionner d'ici la fin de l'année ou au tout début de l'année prochaine. Avant de donner la parole à nos invités, revenons un instant sur la Fondation. Quelle est sa mission ? La Fondation Gattefossé contribue à l'amélioration de la qualité de vie du patient à l'hôpital en soutenant l'intégration des pratiques d'aromathérapie dans son parcours de soins. Sa vocation est d'encourager en milieu hospitalier le recours à l'aromathérapie comme approche thérapeutique complémentaire à la médecine allopathique. Sa démarche s'inscrit dans le cadre du développement d'une médecine intégrative, offrant des solutions thérapeutiques préventives ou curatives supplémentaires, répondant aux besoins des usagers et des professionnels de la santé. La Fondation, elle agit sur 3 axes et elle intervient autour de 3 axes. Le premier, c'est qu'elle reconnaît des structures hospitalières qui démontrent le bénéfice de l'aromathérapie en France et à l'international. Et pour cela, elle diffuse un appel à candidature pour remettre un prix à un hôpital ou à un établissement qui utilise les huiles essentielles de manière remarquable. Son deuxième axe, c'est qu'elle soutient les équipes soignantes porteuses de projets en France. Et pour cela, elle diffuse un appel à projets et remet des bourses à des établissements qui font de la formation pour leurs équipes soignantes, qui mettent en place la démarche d'aromathérapie ou qui veulent mener une étude en recherche clinique. Enfin, elle partage des expériences comme nous le faisons aujourd'hui. Elle met en lien la communauté des soignants pour consolider les pratiques d'aromathérapie à l'hôpital. Très bien, merci beaucoup Ségolène. Donc, je vais ouvrir des nouvelles
vue et caméra. On va changer d'interlocuteur. Donc, Catherine et Véronique, je veux bien que vous ouvriez vos caméras, s'il vous plaît. C'est bon. Alors, voilà. Et voilà. Voilà. Voilà, bon, rebonjour à chacune. Donc, je vérifie les micros sont ouverts. Donc, voilà. Place au premier témoignage de l'hôpital civil de Colmar. J'ai le plaisir de recevoir Catherine Maranzana et Véronique Géhin-Rinaldi qui vont nous partager leur expérience récente. Donc Catherine, vous êtes infirmière en hématologie depuis plus de 30 ans à l'hôpital civil de Colmar et pionnière dans l'utilisation des huiles essentielles à l'hôpital en France. Titulaire d'un diplôme de phytothérapie et d'aromathérapie scientifique, vous avez mis en place des protocoles dans 40 unités de soins à l'hôpital de Colmar avec une démarche sécuritaire. Vous avez reçu le prix de la Fondation Gattefossé en 2015 et votre histoire a même fait l'objet d'un livre Au cœur des essences, écrit par Sonia Blondiot en 2018. Véronique, vous êtes psychologue clinicienne et psychanalyste. Vous exercez en libéral depuis plus de 15 ans, mais vous intervenez dans de nombreuses structures dans le secteur médico-social et aussi dans le secteur médical sous forme de supervision groupe de parole. Depuis plus de 5 ans, vous intervenez aux hospices civils de Colmar, oui, à l'écoute des soignants, médecins en oncologie. Et c'est à cette occasion que vous avez rencontré et collaboré avec Catherine. Alors, Catherine puis Véronique, pouvez-vous nous parler du contexte de l'hôpital de Colmar en mars pendant cette première vague de Covid-19? Alors, c'est pas compliqué. Sans verser dans le côté mélodrame, hein, je voulais faire un état des lieux un petit peu dans lequel on était au mois de mars. C'est vrai qu'en fait, tous les hôpitaux alsaciens ont été pris dans une sorte de guerre contre l'invisible. C'est pour reprendre les mots qui ont été donnés par les médias. On n'y était clairement pas préparé. Hein, on n'avait pas suffisamment de matériel, de personnel pour absorber en fait une situation extraordinaire avec un déferlement de patients en masse hein, sur un temps très court. Alors c'est vrai que c'est une situation qui était sans précédent. Il faut se remettre dans le contexte. On ne savait pas à ce moment-là tout ce qu'on savait sur le Covid, même si en ce moment, je ne sais pas si on est vraiment sûr de tout ce qu'on sait sur le Covid. Et bon, clairement, il a fallu s'adapter. Hein, c'est vraiment le maître mot. On a réorganisé en fait complètement l'hôpital en un temps record. Et là, je voulais juste tirer mon chapeau à tout le personnel administratif, parce qu'en fait, on n'en parle pas, on en parle très peu, mais réorganiser un hôpital comme ça a été fait, en tout cas à Colmar et dans d'autres hôpitaux, hein, clairement, tout le monde a fait un peu la même chose. Ça a été aussi possible grâce à la compétence de tout le personnel administratif qui a aussi donné beaucoup de son temps et de son énergie et voilà, qui était aussi sous le feu de l'action. On a quasiment stoppé toute activité hein, au niveau de l'hôpital. Hein. On est devenu quasiment un hôpital Covid, pour dire les choses. Il a fallu aussi protéger cet hôpital. Donc, on a vu le Covid remplir peu à peu les services un à un. C'est vrai qu'on s'est retrouvé avec une saturation des réanimations extrêmement rapidement. J'en sais quelque chose puisque je vis avec un infirmier réanimateur, donc j'ai vécu ça de près aussi de ce côté-là. On a vraiment eu un besoin d'organiser, de retrouver des marques nouvelles. Et c'est vrai qu'il a fallu gérer aussi les absences du personnel. Certains commençaient à tomber malades. L'approvisionnement massif aussi de la pharmacie. La pharmacie a été mise à mal, mais c'était quelque chose d'incroyable puisque voilà, ils ont été obligés de faire face à une demande accrue majeure de produits, des drogues, voilà, ce genre de choses. C'est vrai qu'on s'est adapté, il a fallu trouver du personnel pour que ça tourne, comme on dit clairement. On a même réouvert des écoles pour garder les enfants du personnel pour qu'ils puissent venir travailler. Hein. On a eu le sentiment de vivre l'extraordinaire en fait dans son sens large du terme. Hein. Faut imaginer, pour dresser un petit peu le tableau, des hélicoptères arrivés par dizaines hein, certains jours. On a eu parfois une dizaine d'intubations rien qu'en une matinée, mais aussi malheureusement des morts hein, par dizaines. Il a fallu courir
après le matériel. Évidemment, c'était le score national, hein, à un moment donné. On a tous encaissé une certaine fatigue qui s'est accumulée, autant une fatigue physique que psychologique. Il fallait s'adapter aussi aux directives hein, qui tombaient tous les jours. L'ARS était très communicante à ce niveau-là. Donc, il a fallu vraiment tenir aussi une certaine pression à tout niveau. Hein. On a fermé l'hôpital. Clairement, les anciens nous disaient que… Il faut savoir que l'hôpital de Colmar a été construit en 1939, donc juste au moment de la période de la Deuxième Guerre mondiale. Et les anciens nous disaient, mais on n'a jamais connu ça. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvé à fermer tout un hôpital, donc pas de visite, complètement hermétique. Il a fallu protéger, avec toutes ces conséquences hein, qui ont découlé. Donc, il fallait compenser l'isolement des patients, rassurer énormément, et les familles, et les patients, et les soignants. Ça, de toute façon. Et puis un détail qui peut prêter à sourire, mais il a fallu faire les navettes aussi, jusque chez le portier, puisque voilà, tous les effets personnels ne pouvaient pas arriver directement par le biais des familles auprès des patients. Donc, on avait des collègues qui faisaient la navette pour chercher, on va dire, les effets personnels. On a eu aussi beaucoup d'entraide. Hein. C'est vraiment une entraide qui a été hors norme. Tout le monde voulait aider, hein, de toute façon. Hein. Là, l'esprit sauveur a vraiment pris le dessus. Hein. C'était assez impressionnant. Et on a même eu de l'aide auquel on n'aurait jamais imaginé, mais on a ouvert la salle des fêtes en fait, de l'hôpital pour créer un atelier couture, puisqu'il fallait absolument fabriquer des dizaines de blouses pour la protection du personnel. Hein. Le maître mot, clairement, c'était s'adapter constamment. Il a fallu s'adapter et puis tenir coûte que coûte. C'est vrai qu'on avait le sentiment de ne pas devoir lâcher. Il ne fallait pas lâcher les collègues, pas lâcher les patients, pas lâcher l'institution. Et il ne fallait pas que le système de santé s'effondre parce que sérieusement, on en était là. Hein. C'était vraiment, on a vraiment perçu à un moment donné ce danger de ne plus pouvoir faire face et de ne plus pouvoir accompagner ces patients qui arrivaient dans un état extrêmement grave et voilà, par dizaines. Hein. Donc, il faut quand même s'imaginer, alors, ce n'est pas un chiffre, comment dire, très positif, mais on a quand même eu pratiquement 2000 décès hein, sur l'Alsace, mais c'est sans compter aussi tous les patients qu'on a pu soigner et sauver. Donc, voilà, c'était vraiment le contexte en fait, du mois de mars, quelque chose qui sort de l'ordinaire, auquel il a fallu s'adapter vraiment constamment. Véronique? Oui. Alors, Catherine vous a planté le décor et elle a bien essayé de vous montrer qu'on était tous pris dans un piège infernal, avec effectivement le sentiment que le temps s'était tout d'un coup accéléré. On ne pouvait plus rien maîtriser et pas non plus le temps. Et le temps la temporalité va être un petit peu le fil conducteur de mon intervention parce qu'il y a eu plusieurs temps dans cette période. Il y a eu ce premier temps qu'elle a un petit peu décrit déjà, Catherine, ça a été celui de l'action. Hein, on pourrait le résumer par agir et ne pas penser. Alors le penser, je l'écris P-E-N-S-E-R, hein, donc réfléchir, mais aussi penser, P-A-N-S-E-R, c'est-à-dire mettre des pansements. Ce n'était pas le moment. Le moment des pansements viendra par après. Donc, on était dans cette action et du coup, les soignants, comme l'a décrit ma collègue, étaient au cœur de leur travail. Il fallait soigner les malades, il fallait essayer de les soulager, de les sauver, de travailler en équipe. Et nos équipes soignantes ont montré de grandes capacités d'adaptation. Ça, c'est le deuxième maître mot. Je crois que les qualités qu'ils ont montrées, c'était aussi cette capacité à rebondir et à s'adapter. Alors, tant avec leurs patients, parce que c'était une nouvelle maladie, on ne connaissait pas, mais pas seulement la maladie, mais aussi la solitude, puisque, comme on vous l'a dit, les visites étaient interdites. Donc, le soignant, il avait aussi ce rôle de soutenir une dimension psychique du malade, ce à quoi ce n'était pas facile, parce qu'eux-mêmes, ils étaient pris par les mêmes questions. Il y a eu effectivement dans l'adaptation une nouvelle organisation des services, il fallait modifier de nombreuses façons de faire. Donc, maître mot premier de Catherine, nos soignants se sont adaptés. S'adapter face aux maux, MAUX des patients, mais aussi à leur propre fatigue.
S'adapter aussi à d'autres services ou à d'autres collègues, parce qu'on pouvait aussi tout d'un coup être muté, je peux le dire comme ça, en tout cas, on demandait à certains soignants d'aller travailler dans d'autres services. C'est le cas d'une petite vignette clinique que je vous suggère, d'une aide-soignante du service qui tombe malade, qui revient après son temps de carence, mais qui malheureusement est testée à chaque fois positive. Et donc, elle ne peut pas, parce que c'est un service d'oncologie, elle ne peut pas retourner dans son service. Elle sera testée jusqu'à J60 et chaque fois, on lui demandera de s'adapter dans un autre service. Donc, aller en urologie, aller en cardiologie, avec des équipes qu'elle ne connaît pas, avec des malades qu'elle ne connaît pas, et avec cette peine qu'elle a en disant je suis malade et je suis dans cette double peine, je suis obligée d'aller encore ailleurs, si seulement je pouvais retrouver mes collègues et être soutenue. Donc ça a aussi un petit peu fait violence pour certains. Et ça a aussi fait violence parce que pour les soignants, quelquefois, pour certains malades, il a fallu faire des choix. Et ça, psychiquement, c'était difficile à soutenir cette dimension de pourquoi on allait plutôt prendre plus en charge ce patient qu'un autre. Donc le soignant, il est pris là, dans quelque chose de très douloureux, dont il n'a pas l'habitude d'être pris, quelque chose qui vient le déchirer par rapport à un petit peu à son équipe. Et puis, il y a aussi eu nos étudiants en soins infirmiers qui avaient, alors certains étaient réquisitionnés ou alors qui étaient en stage, parce que c'était le temps du stage, et qu'on plongeait dans des services difficiles. Je me rappelle avoir eu à plusieurs reprises au téléphone une jeune femme qui était à la morgue et qui, alors certes, l'équipe a été très soutenante, mais qui a été mise à mal par ce qui se passait, par le fait de mettre, c'était jamais arrivé, de mettre des personnes comme ça dans des sacs sans qu'il y ait eu la famille autour. Donc il y a eu quand même dans ce premier temps de l'action quelque chose de fort difficile, de fort douloureux, où on ne pouvait absolument pas penser à la suite. Et après, ce qu'on peut dire aussi sur le plan psychique de ce premier temps, on peut le nommer quand même le temps de la sidération. C'est cet ensemble de réactions neurobiologiques normales du cerveau face à une situation inconnue et anormale. J'y reviendrai un peu plus tard par rapport à la question de la sidération. Un autre point, un petit peu du point de vue social, les soignants ont été pris aussi dans une tourmente sociale. Il y avait l'hôpital, mais il y avait aussi, on est des êtres insérés dans le social, donc il y avait aussi la question du social. Ils ont été pris dans une tourmente sociale, alors pris entre de l'admiration portée par les autres, exprimée tous les soirs, les applaudissements, un soutien quasi national, on les applaudit, on amène du matériel, on amène des repas, etc. Comme l'avait dit Catherine avant, tout le monde veut aider. Mais ils sont aussi pris dans cette tourmente parce qu'il y a l'admiration, mais il y a aussi la peur. Alors, peur, chacun étant concerné, peur d'être contaminé, peur de ne pas y arriver, peur de lâcher, peur des autres, peur de soi, peur des voisins, etc. Donc, il y a quelque chose de cette spirale infernale, de cette tourmente aussi. Alors, il y a l'hôpital, mais il y a aussi le social. Et Lacan nous l'avait bien expliqué, l'inconscient est aussi le social. Donc, l'inconscient, là, est à l'œuvre par rapport à ce point de vue-là. Donc, comme nous l'avons vu, quelque chose se joue aussi au niveau du social, mais les soignants pendant ce temps, et ça nous l'avons bien repéré, n'y pensent pas. On essaie de mettre de côté, comme on peut, tous ces aspects négatifs, ainsi que sa propre fatigue, ainsi que ses propres peurs, parce que ce n'est pas le moment. On ne peut pas lâcher, et c'est là qu'on verra aussi le fil des sticks, on ne peut pas lâcher pour l'instant, et on ne peut pas s'autoriser à souffler, et on ne peut pas s'autoriser à penser avec le PANSER. Parce qu'on essaye de tenir. Alors, dans le tenir, là, moi, je fais bien référence à Dolto, qui nous a bien expliqué l'avait expliqué par rapport aux enfants, par rapport à des parents qui étaient bien secoués quand les enfants étaient dans les âges des colères, vous connaissez bien tout ça, et que quand un parent lui dit « mais comment on fait, on ne sait plus quoi faire là ?» et elle leur disait « il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est tenir ».
Évidemment, on n'a pas de recette miracle, ça se saurait, mais ça voulait dire tenir physiquement et psychiquement. Ce sont effectivement, dans ce premier temps, des phénomènes inconscients qui se sont mis en œuvre en essayant et en ayant l'aspect du groupe, en essayant de garder une dynamique très positive entre nous. Voilà pour ce premier aspect du social. Merci Véronique pour ces explications. Catherine, face à cette situation de crise, vous avez apporté une solution innovante en proposant des sticks imbibés d'huile essentielle pour une respiration anti-stress pour les soignants. Comment avez-vous déployé ce dispositif? Alors, il faut revenir sur l'état émotionnel en fait des équipes, très brièvement. C'est vrai que ça a été un impact émotionnel assez terrible en fait pour toutes les équipes, tout personnel confondu. Il n'y a pas que les soignants. Il y a les administratifs, la pharmacie, évidemment les médecins qui font partie des soignants, mais les services techniques aussi. Donc c'est tout ça, cette situation a généré un stress vraiment important. On s'est retrouvé vraiment mis à mal aussi bien humainement que professionnellement. On s'est souvent dit, on est confronté en ce moment au pire comme au meilleur de l'humanité. C'était vraiment le meilleur à travers toute l'entraide et le soutien qu'il y a eu. Et puis il y a eu le revers de la médaille, où ces héros, en fait, étaient jetés par leurs voisins, par leurs propriétaires, parce que voilà, ils étaient dans la peur que d'être contaminés par ces soignants qui habitaient à côté de chez eux. Il y a des soignants qui se sont retrouvés à vivre dans la cave pour ne pas contaminer de peur leur famille. Ils ne voulaient pas faire prendre de risques. Et puis il y a aussi l'autre côté, parce qu'effectivement, il y a vivre le Covid à l'hôpital, mais il y a aussi vivre le Covid et le confinement à l'extérieur. Il y a une vie aussi en plus du travail. On s'est retrouvé avec des personnes qui vivaient des situations violentes avec des conjoints qui n'étaient pas forcément très sympas avec eux. Donc, au vu de tout ça, on a très vite été confronté à ce besoin de soutenir le personnel. Donc, il y a une cellule de soutien qui a été mise en place pour tout ce personnel, organisée de façon on va dire, il y avait deux façons de prendre en charge en fait. Vous aviez des maraudes, des visites des hôpitaux, des services par des collègues psychologues et des infirmières aussi qui passaient dans les services pour faire verbaliser le personnel, avoir un temps d'échange nuit et jour, il faut quand même le savoir. Et puis il y a une cellule d'écoute qui a été mise en place aussi parallèlement, où on proposait au personnel un temps d'écoute à sa demande, quand il se sentait prêt. C'est vrai que moi, je me suis mise à disposition parce que je suis infirmière en partie de nuit au secteur stérile en hémato, mais j'ai mon poste de coordinatrice effectivement d'aroma, mais là clairement l'aromathérapie c'était pas vraiment prioritaire, donc je m'étais mise à disposition. J'ai stoppé mon activité d'aroma, mais en fait en voyant toute cette souffrance qui se verbalisait énormément, j'ai un bureau en fait où tout le monde arrive c'est un peu le bureau des pleurs. Et comme là, ça s'est majoré, je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, j'ai contacté en fait la direction pour leur demander l'autorisation d'apporter un soutien. Mais un soutien, quand on est 3500 employés, c'est un peu compliqué. Comment faire? Donc, j'ai un peu ciblé en concevant en fait deux sortes de sticks. Alors, les sticks, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, on m'a demandé de le montrer. Voilà, c'est comme les sticks Vicks, vous savez, qu'on met pas dans le nez, mais proche du nez pour déboucher le nez. Voilà, c'est la même chose. Sauf que ces sticks contiennent des watts sur lesquels on peut déposer des huiles essentielles pour différentes indications, les nausées, mais surtout la prise en charge du stress. Donc, on a fabriqué avec ma collègue et puis une partie de ma famille, puisqu'ils sont un peu sentis investis de mission. Donc, on a fabriqué environ 650 sticks pour la partie tout venant, entre guillemets. C'est vrai j'ai choisi un stick, alors ce qu'on appelait Zen. C'est rien de transcendant, vraiment, c'est quelque chose de très basique, mais très efficace, qui est éprouvé depuis de nombreuses années dans notre service et dans nos services au sein de l'institution. Un stick qui comprend de la lavande fine, de l'orange douce, puisque tout le monde adore l'orange, la lavande, benzodiazépine-like, c'est vrai que c'est une huile essentielle qu'on utilise par litre à l'hôpital pour ses qualités anxiolytiques. Et puis, on a la camomille noble qui, elle, vraiment apaise profondément, qui amène une certaine relaxation qu'on utilise beaucoup en association avec les deux autres huiles essentielles dans tout l'hôpital pour les problématiques de troubles émotionnels, clairement. Donc ça, c'était le côté pour apaiser.
pas forcément au moment du travail, mais quand on sortait du travail, quand on allait au travail, ce sentiment d'angoisse profonde était grandement allégé par ce stick tout simple, hein, très basique, mais ô combien efficace. Et puis, il y avait un autre stick, un stick qui était plus dans l'ordre du soutien, soutien des équipes au moment du travail. Donc là, on ne peut pas forcément se permettre d'être trop posé. On était quand même dans une dynamique de soins. Hein. Il fallait encore une fois tenir. Donc là, on a fait un stick qui contenait du pamplemousse. C'est quelque chose d'assez dynamique, qui est soutenant, un petit côté quand même anxiolytique, avec un tout petit peu de laurier pour le côté confiance. C'est une huile essentielle, voilà, qui apporte vraiment un soutien quand on la respire. D'ailleurs, on l'utilise en litres pour la préparation des examens, pour se donner confiance, pour ne pas avoir la page blanche. Et puis le Ravinsara ou l'eucalyptus radié, en fonction des stocks qu'on avait. C'est vrai que la pharmacie a mis à disposition énormément de matériel. Et pourquoi le Ravinsara et l'eucalyptus radié? Ça a fait des buzz complets sur les réseaux sociaux parce que ce sont des antiviraux importants. C'est vrai que ce côté frais, ce côté dynamique était assez soutenant. Et puis, il y avait ce côté un peu rassurant. Je respire du Ravinsara, il ne peut pas trop m'arriver grand-chose, on va dire. Voilà, c'était un peu l'idée. Ça a été distribué, donc je fabriquais des sticks. Voilà, c'était vraiment une fabrication en masse. On distribuait des enveloppes de 30, 40, 50 sticks au cadre des différents services, hein, que ce soit les unités Covid, réanimation, les urgences, mais pas que, hein, c'était vraiment distribué un petit peu partout. Et puis, voilà, c'était distribué aux personnes qui en faisaient la demande. Puis, parallèlement, on avait depuis quelque temps travaillé sur une plateforme de thérapie complémentaire. Alors, l'aromathérapie en fait partie. C'est vrai qu'on n'était pas encore installé vraiment, on n'avait pas institutionnalisé complètement le projet, mais à ce moment-là, on l'a mis en place avec l'accord de la direction pour apporter en deuxième intention un soutien avec à peu près 8 thérapies complémentaires auprès des personnes qui le souhaitaient en deuxième intention. Hein. Mais je vous en reparlerai plus tard. C'est vrai que l'expérience a vraiment été très positive. J'ai pu accompagner à peu près donc 650 personnes, on va dire. Et puis en même temps, à travers cette plateforme, avec l'aromathérapie, je me suis dit qu'il va falloir faire quelque chose d'un peu plus personnalisé. Donc, j'avais besoin de m'entretenir avec ces personnes. Le problème, c'est que je ne pouvais pas les voir puisque moi, j'étais en unité Covid-free. Voilà, j'étais une nantie. J'étais en secteur stérile. On a des patients qui ont 80 blancs, globules blancs, et clairement, le Covid ne devait pas passer par le secteur stérile. Donc, on a vraiment fermé les accès. On était très précautionneux par rapport à la protection des patients. Donc, j'ai travaillé beaucoup par un entretien téléphonique. Au début, je pensais que c'était quelque chose qui pouvait poser souci, puisque voilà, c'est assez impersonnel. En fait, on s'est rendu compte que ça libérait vraiment la parole. Et on a pu répondre, j'ai pu répondre à des demandes plus précises et ramener un soutien plus personnalisé. C'est vrai que le stick, il est discret, il est facile d'utilisation, on a ça dans la poche, on peut l'utiliser partout où on est. C'est quelque chose qui est très soutenant. Donc, cet accompagnement un peu plus personnalisé, j'ai accompagné à peu près 150 personnes, hein, tous bords confondus, hein, des soignants, des médicaux, des administratifs, des services techniques. Voilà. Et puis, il y a eu ce partage avec la psy, comme je l'appelle, notamment Véronique. Véronique qui, elle aussi, faisait le même travail, hein, de son côté, pas avec les huiles, mais voilà, on se rejoignait régulièrement. Et à travers tous ces échanges, on a pu accompagner, elle comme moi, les patients avec l'aromathérapie en proposant des sticks personnalisés. C'est vrai que Véronique intervient à la base comme libérale au sein du service d'onco-hémato et elle s'est mise à disposition aussi pour le personnel, ce qui a permis, par son intermédiaire, de toucher encore plus de personnes qui étaient dans le besoin. Ça a vraiment été une expérience professionnelle très positive et ça nous a conforté en fait dans ce type de prise en charge. Merci Catherine. Bon, on va devoir accélérer un petit peu. Je vais poser encore une question à Véronique sur justement maintenant qu'est-ce que ces sticks finalement ont apporté aux soignants. Est-ce que vous avez eu un retour du terrain et qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Mais j'aimerais vraiment que vous puissiez répondre en 5 minutes parce qu'il reste 15 minutes là.
Oui, oui, je vais être concise. Donc, effectivement, il y a ce premier temps là où on est dans l'action, mais que nos soignants commencent à s'essouffler, et apparaît donc ce second temps où il y a une réalité qui nous rattrape. Et il y a donc cette prise de conscience qu'on est mis à mal et qu'il faut faire quelque chose pour les soignants. Je prends juste une petite phrase qui m'a été encore redite début de la semaine par une soignante. Tu sais, on en a pris et on en prend encore plein la tronche. Donc, effectivement, il y a une prise de conscience assez rapidement dans ce second temps, puisque je vous parlais de temporalité, et on a vraiment peur de tomber malade, on a peur de contaminer, on a peur aussi de perdre des êtres chers. Donc, il y a quelque chose de l'insupportable qui nous saute à la figure, et on a, dans les discours des soignants, on entend bien qu'ils sont plongés dans des moments de déprime, de désespoir, des forts moments anxiogènes, ce qui est tout à fait lié à la situation. Alors, comment tenir, comment écouter, comment répondre à tout cela, et comment aussi rester un peu à se soutenir en équipe. Et bon, ils l'ont dit d'ailleurs, ça aussi, ça a été un point. Je reprendrai un petit peu cette idée, ce symbole d'être en équipe, c'est-à-dire de quelque chose qui tourne, quoi. Nous sommes solidaires entre nous. Il y a une ambiance saine et soutenante. Voilà ce que j'ai aussi pu noter. Donc, Catherine répond, comme elle vous l'a expliqué juste avant, avec la mise en place des sticks. Et moi, je trouve que ça a eu un effet, alors certes, tout l'effet des huiles essentielles, mais d'un point de vue psychique, ça a eu un effet très fort et très puissant. Parce que un fil était en train de se tisser. Alors, ça m'a évoqué effectivement un peu le fil d'Ariane, c'est-à-dire qu'on ne va pas lâcher la pelote. On nous offre quelque chose, on va tenir et on va trouver son chemin pour ne pas être complètement abandonné. Bien sûr, cette histoire de film me fait aussi penser un petit peu au jeu de la bobine de Freud, où l'enfant prend en compte le principe de réalité. En lançant la bobine, il répète bien sûr le trauma, parce qu'il s'agit quand même, c'est comme une bombe qui a été envoyée, il s'agit d'un trauma. Donc il s'agit de la compulsion de répétition, mais grâce à ça, l'enfant va pouvoir maîtriser ce trauma, se l'approprier et le symboliser. Et donc ce fil, à savoir ce stick d'huile essentielle, pour moi a eu vraiment un peu quelque chose de cet effet-là, de quelque chose où je vais pouvoir tenir, parce qu'on m'a donné un fil, mais aussi je vais pouvoir symboliser, parce qu'il y a eu quelque chose d'apaisant, je vais pouvoir mettre des choses en œuvre. Bon, il y a quelque chose qui se joue bien sûr au niveau de l'inconscient, mais aussi au niveau conscient. Mais malgré tout, ça ne finit pas, quoi. Donc, on est dans cette déshumanisation et ça, c'est difficile pour les patients. Donc, la réponse qu'ils nous diront par rapport un petit peu à ces sticks, en disant, il y avait des moments, je le sortais de ma poche, je le respirais, je me mettais dans ma bulle et j'avais beaucoup de douceur. Voilà ce que disent aussi les soignants. Ou alors, j'avais besoin tout d'un coup d'être rassurée. Donc, on avait une réponse concrète et on pouvait la prendre à tout moment. Ça aussi, c'est important, c'est que le stick, il est pour nous, il est dans notre poche. Vous savez, comme la maman qui donne à l'enfant avant de partir, je ne sais pas, un petit mouchoir, un petit gâteau, un petit machin, un petit peu de douceur pour dire je suis là. Et le stick a eu vraiment cet effet. Ça a été d'une grande richesse pour nos patients qui ont effectivement pu le mettre en mots. Et les échanges qu'on a eus avec les soignants, même si c'était par téléphone, donc quelque chose de beaucoup moins habituel pour nous, mais les échanges ont été d'une grande qualité, avec un langage vrai, avec la possibilité de mettre des mots sur leur ressenti, même si on n'était pas en face. Avoir aussi la possibilité de lâcher des émotions, c'est-à-dire de pleurer, voilà, de pleurer au téléphone. Et puis, on a eu des paroles comme merci d'être là, merci pour le stick, et merci de savoir que je peux vous appeler, que vous pouvez m'aider. Ça, c'est quand même des paroles, des recueils comme ça, de paroles qu'on a eues. Donc, je vais un petit peu rapidement, mais je voudrais juste quand même rajouter que
c'est quand même ce stick qui a été, ce fil qui a été mis en place, qui a aidé à cette question de tenir. Et pour moi aussi, il y a quelque chose un petit peu de l'ordre du doudou. Hein, alors doudou, je joue aussi sur la douceur du mot, du signifiant, mais aussi du doudou, de l'objet transitionnel de Winnicott, qui nous dit que ça fait le lien entre l'intérieur et l'extérieur, c'est-à-dire entre la maison et l'hôpital, entre l'hôpital et la maison. Et je trouve que ça a été aussi important. Et c'est vrai que on reste bien sûr là très présent puisque les choses sont de nouveau compliquées. Mais ce doudou, eh ben, il était là et je crois qu'il avait tout son sens, autant pour chacun que pour les de groupe. Voilà, j'arrête. Non, c'est vrai que c'est passionnant, mais le temps passe super vite. Je vais revenir à Catherine juste pour savoir où vous en êtes, si vous continuez à proposer ces sticks et qu'est-ce que vous retenez de tout ça. Clairement, de toute façon, on a vu donc cette évolution dans la prise en charge et surtout dans les problématiques. On a eu un retour à la vie normale petit à petit auquel les gens ont eu du mal à s'adapter. Donc, on a eu aussi beaucoup de prise de conscience des risques et des gens qui se sont dit voilà, mais qu'est-ce que je fais là au milieu, qu'est-ce que je veux encore pour ma vie, qu'est-ce que je ne veux plus. Donc, on a vu en fait des problématiques se modifier. Donc, notre tout venant en stick, clairement, on n'a pas pu répondre complètement aux besoins. Donc, on a affiné en proposant des approches plus personnalisées dans le cadre des troubles du sommeil, la tristesse, l'apathie, bouffée d'angoisse, enfin voilà, tout ça. C'est vrai qu'on a aussi dû accompagner pour le deuil beaucoup de gens, il faut quand même savoir qu'on a des personnes qui ont perdu jusqu'à 3-4 membres de leur famille. Donc, c'est quelque chose qui est pas anodin. La mort était très présente aussi dans nos soins. Ce qu'on a retenu, franchement, c'est que c'était une expérience très positive qui a permis de faire tenir le personnel. Pour vraiment synthétiser, on s'est retrouvé face à des agents qui étaient en grande difficulté. On a pu y répondre avec des sticks qui étaient adaptés, qui, voilà, par le contenu de leurs huiles essentielles anxiolytiques, voilà, ces huiles qui étaient soutenantes, on a pu tenir en fait ces équipes de façon à ce qu'elles lâchent pas, pour pas perdre de temps. C'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire. Je me suis dit que la meilleure chose à faire en fait pour vous rendre le retour de l'efficacité de nos actions, c'était de vous redonner les mots en fait de nos collègues, parce que c'est vrai que c'est une démarche d'accompagnement. Alors clairement, ça rentre dans l'optique de la prévention des risques psychosociaux maintenant. Ça c'est très tendance, mais c'était un besoin vital en fait. Ça leur a permis de tenir. C'est vraiment le fil conducteur en fait, tenir. Et le mot des soignants, en fait, je voulais vous en partager quelques-uns très vite. Outre l'attention portée, c'était une véritable bouffée d'air dans ce chaos. C'est pas des mots anodins. Ça a vraiment réussi à me détendre. Je n'ai plus mal au dos. Voilà, il y avait des troubles physiques aussi qui étaient importants. Et rien que le fait de respirer les huiles essentielles ont permis aussi d'apporter une certaine détente et voilà, de lever certaines tensions. Ça m'a permis de retrouver une qualité de sommeil, de faire une pause. Je me sens moins stressée. Ça diminue la souffrance. J'ai l'impression de moins subir avec autant d'intensité les événements du quotidien. Ça m'a permis de tenir, de ne pas lâcher, de ne pas m'arrêter. Ça, c'était vraiment important aussi pour le personnel. Tout le monde n'était pas en arrêt. Il a fallu vraiment tenir et c'était vraiment ce leitmotiv de mais je peux pas lâcher, je peux pas me mettre en arrêt. Seulement parfois, voilà, il y avait pas d'autre solution. Donc on avait aussi tous les textes souffrance. Le stick a été ma bulle aromatique. Je trouvais ça assez fort. On nous demande toujours plus. Et pour une fois, là, on est là. Ce qui a été important aussi, c'est de pouvoir verbaliser cette souffrance, d'être à l'écoute, conforter dans l'idée, en fait, qu'elle a été entendue par la direction. La direction a tout de suite a répondu tout de suite présent et elle a soutenu cette initiative. Et malheureusement, elle la soutient encore puisque, voilà, pour terminer sur une note, alors peut-être moins optimiste, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'il y a un bémol, c'est qu'on y retourne. Là, on est dedans, on est dans une nouvelle vague, malheureusement. Donc là, on a une recrudescence des gens qui ne vont pas bien. Tous les jours, j'ai une dizaine d'appels
de collègues qui sont en demande. Il va encore falloir tenir, ça c'est sûr. Hein. Les conditions sont différentes. C'est vrai que au niveau organisationnel, le matériel, tout ça, on est prêt. Hein, on sait faire maintenant, mais les souffrances sont semblables, hein, voire plus, hein, plus importantes. Pourquoi? Parce que maintenant, on entend des personnes qui changent de vie, qui démissionnent. On n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est vrai qu'il faut le savoir. Il y a beaucoup de démissions, il y en a encore. On n'a plus envie d'y retourner, on a envie d'abandonner, de jeter l'éponge, surtout quand on voit, voilà, sans rentrer dans les polémiques, mais la non-observance en fait des règles, hein, de sécurité. Donc il va falloir retrouver des ressources, hein, à nouveau pour avancer. Donc c'est vraiment l'intérêt de notre démarche, c'est vraiment d'accompagner. En fait, il faut juste entre guillemets baisser l'intensité des émotions de façon à ce qu'on puisse moduler les ressentis et puis permettre supporter un peu mieux ce qui est à venir. Voilà, c'est sur ça que je terminerai moi en tout cas. Merci beaucoup, Catherine. Je vais laisser le mot de la fin à Véronique. Pour conclure, je dirais vraiment sur 2 minutes, là. Alors, je vais essayer d'être plus que synthétique. Donc, effectivement, ça a fait trauma, comme je vous l'ai dit. Alors, il y a eu ce petit temps juste après où les gens ont pu quand même mettre des mots sur ce qu'ils avaient vécu, là, au cours de l'été, où on a pu prendre un petit peu de recul, on a pu analyser. Mais il y avait quand même la prise de conscience qu'il fallait vivre avec ce virus, mais aussi avec ce trauma et qu'on savait que ça allait laisser des traces. Et il y a le souci du trauma, sans rentrer dans de la théorie, c'est que ça vient aussi retaper dans des traumas plus antérieurs. Et c'est ça un petit peu la difficulté. Et c'est pour ça aussi qu'on a repéré, bien sûr, du stress post-traumatique chez de nombreux soignants qui se sont mis aussi à douter de leur choix professionnel, de pouvoir encore tenir dans ce métier si compliqué et de se demander s'ils étaient à la bonne place ou pas à la bonne place. Est-ce que je vais lâcher, est-ce que je vais pas lâcher? Donc c'est vrai qu'il y a quand même eu des effets importants sur le plan psychique et on était là pour les entendre, quoi. Est-ce que je conclus de tout? Catherine reprend encore un peu? Non, on va s'arrêter là. Alors juste un petit mot encore, que notre binôme à toutes les deux nous a aussi permis à nous deux de tenir, parce que voilà, on a pas mal de pouvoir, mais nous ne sommes pas superwoman. Donc le fait d'échanger et de parler vrai entre nous deux, et aussi de pouvoir mettre en mots nos angoisses, nos questionnements a été aussi important. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on peut dire aussi, et j'ai aussi lu quelques petits écrits de Cyrulnik, il faut encore nous mobiliser pour travailler les soignants et pour mobiliser une nouvelle disponibilité psychique et une nouvelle capacité à s'adapter. Mais on peut croire quand même en la résilience, comme nous dit Cyrulnik. Voilà, j'arrête. Merci. Je laisse Ségolène poursuivre. Merci Catherine, merci Véronique pour votre témoignage qui est riche d'enseignements et qui met en lumière ici l'impact de l'olfaction des huiles essentielles sur notre corps, sur notre état psychologique. Je propose que nous passions et que nous donnions la parole désormais à Françoise. Françoise, vous êtes docteur en pharmacie, titulaire d'une maîtrise des sciences biologiques et médicales dans les domaines de la chimie analytique et de la pharmacognosie. Vous êtes formatrice en aromathérapie, conférencière pour des laboratoires d'aromathérapie, consultante pour l'élaboration de formules aromatiques, rédactrice et membre du comité de rédaction des actualités pharmaceutiques et au sein d'autres magazines. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur les huiles essentielles et membre du conseil scientifique de la Fondation. Françoise, est-ce que vous pouvez nous présenter les effets et les impacts des huiles sur notre organisme et notre cerveau? Merci. Oui, bonjour Ségolène, bonjour à tout le monde et je suis ravie qu'il y ait autant de monde aujourd'hui malgré le contexte. Alors moi, je ne vais pas du tout être dans le même domaine que ces dames qui nous ont parlé de tout cet impact psychologique. Je voulais revenir justement sur des choses très fondamentales sur le système olfactif et justement l'intérêt
prendre soin par ces odeurs prodiguées par des produits naturels que sont les huiles essentielles. Moi, je me suis axée vraiment sur la gestion du stress et de l'anxiété, hein, pas du tout sur les effets antiviraux qui peuvent faire partie ensuite des questions, mais à la base, ce n'était pas forcément l'objet de l'exposé d'aujourd'hui, où justement, je vais vous expliquer l'intérêt de ce système et comment l'utiliser finalement. Alors pour commencer, j'ai parlé d'une catastrophe qu'il a été aussi en 2001. Ces attentats qu'il y a eu à New York, et bien justement des stick inhalers et surtout l'olfactothérapie a été utilisée pour aider certains volontaires, que ce soit des pompiers, des policiers, mais aussi des bénévoles qui sont venus aider. Et donc, on a observé des effets à court et à long terme de ces stick inhalers relaxants. Donc, c'était forcément intéressant sur les dépressions à long terme, mais aussi sur les effets concernant le sommeil dans les 15 jours, 3 semaines qui suivaient, et cet accompagnement où justement Véronique nous expliquait de cet effet doudou aromatique, les gens se sentaient moins seuls, ils avaient justement sur eux ce genre d'instrument. Alors j'en parlerai justement, on voit ici un stick inhaler qui nous a été montré tout à l'heure, il en existe différentes sortes. Et ces stick inhalers, on va avoir une pensée pour une grande dame de l'aromathérapie. Moi, je les ai découvertes grâce à la fondation Gattefossé. Nous avions été parler de la fondation avec le professeur Annelies Lobstein à Dublin, puisqu'en fait, les stick inhalers sont des objets qui sont utilisés par le monde anglo-saxon pour utiliser les huiles essentielles de manière assez courante et depuis très longtemps dans les hôpitaux, que ce soit au Royaume-Uni, que ce soit aux États-Unis également. Et nous avons trouvé cette façon très pratique justement de pouvoir utiliser des huiles essentielles. Donc il en existe comme ça en plastique, même de couleur, il en existe en métal qui sont pour certains plus écologiques. Même une petite nouveauté ici, donc ça ressemble effectivement à ce stick qu'on met. Alors on peut le mettre à l'entrée du nez, mais on peut le rentrer dans le nez pour celui-ci, contrairement à celui-là, réutilisable. Et effectivement, pour ceux qui sont en plastique, c'est relativement économique et ça va être effectivement très pratique. Donc pour revenir là-dessus, je voulais vous parler très rapidement. Effectivement, dans l'Antiquité, on utilisait déjà ces parfums naturels puisqu'on n'avait rien de synthétique. Bien sûr, les parfums en tant que tels n'existaient pas, mais on embaumait, on fabriquait des huiles, des baumes, on a retrouvé de l'encens dans la tombe de Toutankhamon et on se rapprochait d'après eux du divin. Si on regarde les cadeaux des rois mages, on a l'encens, la myrrhe, qui sont effectivement de grandes huiles essentielles dont je reparlerai tout à l'heure. Et puis, effectivement, il a fallu de nombreux siècles pour prendre en compte ce sens que nous avons longtemps négligé, qui s'appelle l'olfactif au niveau du nez, et notamment un prix Nobel de médecine en 2004 pour des Américains, Richard Axel et Linda Buck, qui ont montré des protéines, on parle beaucoup des protéines en ce moment avec ce virus, des protéines qui vont coder pour justement des différentes odeurs et surtout cette mémoire olfactive qui va résister au temps. C'est celle qui résiste le mieux. On peut avoir une maladie d'Alzheimer et se rappeler d'une odeur de lavande. Donc, ça a donné ces lettres de noblesse à l'aromathérapie et surtout à cette partie olfactive de l'aromathérapie. Et c'est très bien. Donc, du coup, je voulais revenir aussi sur certains fondamentaux, comme ici, les huiles essentielles, on les connaît sans les connaître. Lorsqu'on utilise des aromates, des condiments, des épices, non seulement pour ne pas être malade lorsqu'on mange, puisqu'on va avoir des propriétés antiseptiques, mais aussi pour exhauster les goûts, pour calmer les ardeurs lorsque les gens vont trop manger. Ce sera notamment l'huile essentielle de pamplemousse évoquée tout à l'heure, mais aussi pour stimuler l'appétit. Certains hôpitaux ont des salles d'olfaction pour cela. Et ce sont donc ces huiles essentielles qui sont contenues dans ces aromates qui vont aider. Dans le poivre noir aussi, pour mieux déglutir, par exemple, beaucoup d'exemples, grâce à ce système olfactif humain qui est composé grosso modo de 2 à 3 structures que nous allons voir très rapidement. Donc première structure, c'est l'organe voméronasal. Donc il est très rudimentaire chez l'humain et a priori il disparaîtrait chez nous à la 18e semaine de vie.
donc il ne serait plus forcément fonctionnel chez l'humain après quelques années de vie. Alors, on le voit ici, il est assez petit, c'est une coupe de chiens. Eux, justement, ont un système qui s'appelle l'organe de Jacobson, donc c'est ce système-là, qui est très développé. Un chat, par exemple, possède 67 millions de cellules réceptrices et 21 cm² de muqueuse olfactive, quand l'humain, on va le voir, n'a que 2 cm². Donc forcément, le chat va avoir ses cellules, donc 67 millions, contre l'homme 5 millions. Donc déjà, on a une inégalité. Et si on regarde ensuite sur cette hypersensibilité olfactive, eh bien, chez l'animal, on va justement, et chez l'humain, calculer ce qu'on appelle l'indice macrosmatique, c'est-à-dire la proportion de la zone olfactive par rapport à la grandeur du cerveau. Et donc, pour revenir chez le chat, on est à 6% et chez l'humain à 0,29%. Donc, ça veut dire qu'on est très mauvais par rapport aux animaux pour développer et pour surtout utiliser ce système. Il n'empêche que cet organe voméronasal serait encore présent chez certains humains qui seraient donc en hyper-olfaction et à mieux repérer les phéromones. Donc ça, c'est encore une interrogation de la science. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que le deuxième système olfactif humain, lui, donc après celui-ci, s'appelle le système trigéminal et il va nous permettre justement de travailler les sensations, c'est-à-dire qu'on va associer le toucher, le thermique, l'humide, la douleur avec des odeurs. Et si on regarde ici, eh bien ce système-là commence dès le début du nez. On en a sur la langue aussi. Donc c'est pour nous le système d'alerte. Donc quand on sent le brûler, par exemple, on sait tout de suite ce qui va se passer ou on sait qu'il va falloir partir. Et ce système d'alerte est très important pour nous. Simplement, il est désactivé pour à peu près un tiers des substances comme le monoxyde de carbone. L'humain ne le sent plus avec ce système-là. Néanmoins, c'est extrêmement important et vous l'avez vu, il y a une rétroaction. Lorsqu'on sent même au niveau de la langue ou sous la langue, on va ressentir ensuite sur tout le système. Vous le sentez aussi, une odeur âcre, on la sent jusqu'ici, l'œsophage par exemple. Et bien sûr, celui qui va nous intéresser aujourd'hui, au-delà de ces deux autres, c'est le système olfactif principal qui va nous donner cette sensation d'odeur. Alors, le bulbe olfactif se présente ici, donc c'est 2 cm² qui se trouvent ici en haut du nez et qui va permettre de capter les molécules olfactives. Donc, quelques chiffres qui sont hallucinants, je trouve. Ce petit bulbe olfactif tout bleu va représenter à peu près 2 cm², soit 10% de la cavité nasale simplement. Il contient 400 récepteurs olfactifs qui sont des récepteurs et des neurones. On va voir que c'est très important. Leur durée de vie dure à peu près 45 jours. Et la nouveauté qui a été montrée dans le prix Nobel, c'est que ces neurones olfactifs, ces récepteurs, se renouvellent tout au long de la vie, jusqu'à la fin. Et ça, c'est extrêmement important pour travailler là-dessus, ce qui nous permet de sentir 1000 milliards d'odeurs différentes. C'est énorme. Hein, si on regarde par exemple les couleurs, on ne perçoit que 10 millions de couleurs. Hein, donc vous voyez la différence avec les odeurs. On a 3 récepteurs au niveau de l'œil, 400 pour le nez. Donc on a 5 millions de cellules olfactives et le chien en possède 200 millions. Hein, donc vous voyez, c'est des chiffres assez incroyables. Et on va activer cet épithélium olfactif avec les molécules odorantes. Donc on voit ici une coupe qui agrandit, où on va avoir ces cellules réceptrices avec les neurones olfactifs. Donc ici, tout à fait agrandi en bas, on a ces molécules odorantes qui vont se fixer sur le récepteur et qui vont lancer un potentiel d'action, puisqu'on est, grâce à ça, on est sur un neurone et non pas qu'une cellule qui réceptionne l'odeur. Alors, je voulais vous montrer en 3D à quoi ressemblaient les protéines, les fameuses du prix Nobel. Ce ne sont que 2 exemples qui englobent la molécule olfactive et ces protéines vont se fixer sur plein de récepteurs. Vous voyez, elles ont plein de formes différentes pour permettre de moduler l'odeur, comme ici. Donc, si on schématise un petit peu plus, on a la molécule odorante qui va être carrée et ronde pour cet exemple. Et donc, elle peut se fixer sur le récepteur qui recueille le demi-rond et le récepteur qui recueille le carré. Donc, on va avoir différentes modulations et on va associer ensuite, grâce au deuxième système olfactif qu'on a vu, l'image, le contexte olfactif qui vont être très importants. Alors, si on regarde aussi ce bulbe olfactif, il est tout petit, mais il est juste à côté. On a 2 synapses, c'est tout petit.
L'intervalle est vraiment très mince avec le système limbique qui s'appelait autrefois le rhinencéphale, le cerveau du nez. Et c'est le cerveau des émotions. On entendait tout à l'heure Véronique qui nous parlait d'angoisse, de sidération, de deuil et toutes les émotions qui vont avec. Donc c'est traité immédiatement. Donc on va pouvoir agir immédiatement sur l'émotion grâce à l'odeur, sans passer par le sang, on va le voir, ou autre. Et puis, ce qui va être aussi assez remarquable, c'est que on est ici juste à côté du cortex piriforme et de la plaque criblée. Donc, cette plaque criblée, c'est là où se fixe le Covid-19 sur les récepteurs à l'acétylcholine 2, à l'angiotensine 2, pardon. Donc, il va y avoir ensuite toute une cascade par rapport à ça, où on va aller jusqu'à l'hypothalamus, l'amygdale, etc., etc., et il va y avoir un déclenchement d'émotions. Donc, on va pouvoir aussi calmer les émotions dans des contextes comme le nôtre, puisqu'on y revient effectivement. Et c'est ça qui va être extrêmement, extrêmement intéressant. Si on regarde ici la reconnaissance et la perception de l'image et d'une odeur, eh bien, vous avez une molécule M qui va se fixer sur le récepteur, qui est là, NO. Et cette molécule va déclencher donc le neurone olfactif qui va faire son potentiel d'action. C'est les petits ronds que vous voyez dans le B. Et ensuite, il va y avoir la mémoire qui s'active, c'est l'image olfactive qui va correspondre à l'odeur, c'est le petit c, vous voyez que c'est placé ailleurs. Et si on assemble les deux, on va créer un contexte émotionnel. Si je vous fais sentir du frangipanier à gauche, on a la fleur, eh bien on va l'associer souvent à la plage, aux vacances, surtout en ce moment où on a du mal à pouvoir voyager. Par contre, si je vous mets une odeur de sapin et que je vous mets une photo de plage, ça ne correspond pas. En général, dans notre inconscient, on associe une image avec une odeur. Et puis à l'inverse, on a des expériences qui ont été menées lorsqu'on va faire un examen très difficile à des élèves et on leur diffuse normalement une odeur anxiolytique, on va y revenir, de lavande. Eh bien définitivement, chez ces gens-là, la lavande ne sera plus anxiolytique. Je pense à Sylvie qui nous écoute. Eh bien, si elle avait la parole, elle nous dirait qu'elle n'aime pas la lavande parce qu'effectivement, elle a eu un contexte olfactif négatif il y a très longtemps dans l'enfance qui fait que cette odeur-là, elle ne peut pas la sentir. On a d'ailleurs beaucoup d'expressions en français. Une autre chose très remarquable dans la chimie de ces molécules naturelles et aromatiques, ça s'appelle les énantiomères, c'est-à-dire qu'on y arrive de plus en plus. Si je prends une molécule qui est très connue, qui s'appelle le limonène à droite, eh bien vous avez le limonène qui est dextrogir, le R, c'est ce qui fait l'odeur d'orange douce. Et puis la même molécule qui tourne à l'envers dans l'espace, le lévogir, ou qui tourne à gauche, S, fait l'odeur de citron. Donc vous voyez, c'est tout petit et pourtant dans notre nez, on a des récepteurs différents qui vont faire qu'on ne perçoit pas cette odeur de la même manière. Même exemple à gauche sur la carvone. La carvone, vous la connaissez si vous aimez les chewing-gums à la chlorophylle. C'est cette odeur de menthe douce et c'est la carvone lévogir, ce qui tourne vers la gauche. Et puis si on prend la même molécule qu'on connaît très très bien justement en Alsace, où étaient les intervenantes précédentes, eh bien dans le carvi, le cumin des Vosges, eh bien là, on va avoir complètement une autre odeur alors que c'est la même molécule. On peut aussi avoir des odeurs qui sentent bon et d'autres mauvais et vous allez voir que ça va être très important pour ce virus qui nous embête. Dernier constat, lorsqu'on a un mauvais odorat, on peut avoir le risque d'une mort prématurée. Effectivement, une étude très sérieuse a montré que 50% des gens qui manquaient d'odorat ou qui avaient moins d'odorat avaient un risque de décès au cours des 10 prochaines années augmenté de 50%. Pourquoi? Parce que l'odorat, c'est aussi une entrée vers le plaisir, vers l'émotion et la belle émotion. Donc, c'est effectivement très important. Une autre courbe ici qui est très importante dans cet histogramme, vous avez la fréquence des différentes pathologies. Il y a une plainte de l'odorat. Alors, effectivement, on connaît les allergies, on connaît les polyposes au niveau des sinus qui vont provoquer des œdèmes. Et puis, on a les traumas crâniens. Mais regardez bien, justement, le bâton rouge. Quelle est la cause la plus fréquente de troubles de l'odorat? Les attaques virales. Alors, c'est extrêmement connu pour la grippe et maintenant, on sait que c'est même un élément diagnostique pour ce Covid-19. La perte d'odorat est très importante. C'est-à-dire que le virus qui va justement monter jusqu'au bulbe olfactif va complètement annihiler ces nerfs olfactifs et il faut beaucoup de temps. Moi, j'ai beaucoup d'amis, des soignants notamment, qui l'ont eu et qui ont mangé le mois dernier ensemble quelqu'un qui l'a eu au mois de mars, un dentiste, et qui me disait « Je profite de l'entrée parce que je ne sens et je ne goûte toujours plus le reste ». Donc, c'est vraiment terrible. C'est-à-dire que
vous avez le goût qui va remonter puisque 80% du goût est lié à l'olfaction. Donc justement, il y a un article très récent qui vient de sortir et qui montre que par rapport à d'anciens malades de la Covid-19, on a désormais des phantosmies. Qu'est-ce qu'une phantosmie? C'est une odeur fantôme, soit qui n'existe pas mais qu'on sent quand même, c'est notamment l'ail, on va le voir, ou une odeur qui se transforme. Donc, ils sentent des picotements, du fer, du sang, enfin des odeurs plutôt désagréables. Et c'est notamment l'exemple de l'ail, c'est-à-dire que des gens qui boivent un thé aux agrumes ou des choses comme ça vont avoir une odeur d'ail dans le nez et dans la bouche, ce qui est fort désagréable. C'est comme si l'ordinateur était brouillé, en fait. C'est-à-dire que ce virus a changé les cartes, a changé les ronds, les carrés et les cubes. Et du coup, la molécule olfactive se fixe sur le récepteur, eh bien, on ne va pas du tout avoir le même ressenti et la même image, hein, parce que justement tout ça a été brouillé. Donc c'est aussi un vrai problème. On parle justement de cette crise sanitaire terrible, mais on a aussi les Covid à bas bruit, c'est-à-dire les gens qui restent avec des inflammations, avec ces différentes odeurs. Donc vous imaginez que boire un thé, manger un dessert, et si tout a un goût d'ail, à un moment, eh bien, on va avoir une certaine anorexie aussi par rapport à ça, parce qu'on n'a plus du tout envie de manger, on a perdu ce plaisir, cet hédonisme. Et la perte d'hédonisme est aussi un des symptômes de la dépression. On sait aussi qu'un dépressif, lorsque son odorat ne marche plus, il peut prendre 6 semaines d'antidépresseurs. Si l'odorat n'est toujours pas restimulé et qu'il ne sent plus rien, eh bien, 50% des traitements de cette dépression ne seront pas efficaces. Donc, c'est quelque chose de très important qui se développe beaucoup en psychologie, en psychiatrie. La prise en charge de ces odeurs, c'est important. En plus, nous avons beaucoup d'avantages avec cette voie olfactive. C'est très rapide. C'est une rapidité d'action inégalée puisque nous n'avons que 2 synapses entre le bulbe olfactif et justement le système limbique. On a une action immédiate au niveau de ce système. Une odeur est reconnue comme bienfaisante ou dangereuse immédiatement, on l'a vu. Donc ça va être aussi très intéressant. Et le nez ne trompe jamais. Donc, on n'a pas de passage non plus dans le sang. Donc ça va être extrêmement intéressant. Pas d'interaction médicamenteuse, donc pas d'accoutumance physique, psychique, d'activation. On active les fonctions hédoniques. Donc ça va être extrêmement intéressant. On a une supériorité d'action par rapport à la pharmacologie. On a notamment un prix Gattefossé qui a montré, c'est Thierry Potvin, qui a montré qu'en espace Slozelen, on va avoir justement des échappements au traitement parce que l'odeur n'est pas reconnue comme agréable, notamment au niveau de la lavande. Et donc, eh bien, même si la lavande est anxiolytique, on a beaucoup d'études à ce niveau-là, eh bien, elle ne sera pas appréciée. On a aussi une subjectivité en fonction des origines, du vécu de la personne, de la reconnaissance d'une odeur. Hein, et puis, on va pouvoir dire son intensité, sa qualité. On va la classer selon sa qualité, si on l'aime et si on ne l'aime pas. Donc, on va se faire une banque de données. Dès 3 mois de grossesse, l'embryon commence sa banque de données olfactive puisque le système olfactif est fermé, est fini. Alors, je vous ai fait ici un top 5 des huiles essentielles qui vont pouvoir être utilisées pour cela. Donc, on va avoir la lavande officinale. Donc, elle a été citée tout à l'heure, c'est le must-have. Alors, attention, beaucoup de gens n'aiment pas la lavande. J'ai cité un exemple tout à l'heure. Donc, ça va être effectivement très important à prendre en compte. Beaucoup de gens n'aiment pas la lavande. Alors, je vais disparaître de l'écran parce que je n'ai plus de batterie, mais je continue. Donc, cette lavande va être extrêmement intéressante parce que elle va avoir un effet anxiolytique très marqué et en même temps, elle est plutôt très appréciée. Donc, on peut l'utiliser seule ou associée pour le stress, associée avec de la mandarine par exemple. Alors, on peut utiliser aussi des choses qu'on va clipser sur une blouse, comme ici avec un petit bâtonnet en bois. On va pouvoir utiliser aussi des petits bracelets sur lesquels on va pouvoir mettre ces huiles et ressentir lorsqu'on le souhaite. On peut utiliser aussi des colliers aromatiques et puis bien sûr ce stick qui a été évoqué. Enfin, on peut utiliser aussi des diffuseurs. Alors à eau, pas dans les services hospitaliers, c'est moins conseillé en ce moment pour cet effet brumisant. Là, j'ai pris celui-ci parce que ça se voit bien, mais sinon des nébulisateurs, pourquoi pas. Par contre, il faut que les odeurs plaisent à tout le monde. Donc ce sera déjà un petit peu plus compliqué de satisfaire tout le monde pour ça. Donc la lavande, évidemment, elle-même, on a un médicament qui est sorti en Allemagne qui s'appelle le Lasea, qui a montré que c'était aussi efficace la lavande à diffuser, à masser ou à avaler qu'une injection de Valium ou de Temesta. Donc effectivement, on a un effet anxiolytique très marqué.
Ça va calmer l'hypertension artérielle, les palpitations cardiaques si nécessaire. C'est très intéressant. Cette huile a été citée également. On a vu pourquoi elle marchait tout à l'heure avec son limonène. C'est l'huile essentielle d'orange douce. Donc là, on ne prend pas de risque. On est sûr que ça plaise à tout le monde. Et ça, c'est important. On va apaiser, on va apporter un petit peu de soleil. En plus, en ces temps d'automne, ce sera d'autant plus important. Et puis, on va justement détourner un petit peu l'attention pour que tout le monde soit plus zen, plus calme. C'est une huile simple, douce, que tout le monde peut respirer, comme la lavande citée tout à l'heure. L'huile essentielle de mandarine est surtout plébiscitée par les enfants ou les grands-enfants. Moi, j'aime beaucoup aussi. C'est une huile essentielle qui est très réchauffante et elle a vraiment cet aspect doudou qui va être intéressant. Autant la lavande en olfactothérapie, on appelle ça les bras de la maman qui entoure. Faut-il avoir une maman qui entourait bien aussi, vous voyez, donc attention, lorsqu'on va commencer à sentir des odeurs, on rappelle des souvenirs, donc on ouvre aussi une boîte de Pandore. Donc c'est pour ça que chacun va réagir aux odeurs de manière différente, suivant sa culture, son passé, ses traumatismes par exemple. Hein, donc d'où l'intérêt de mélanger des odeurs, comme ça a été fait à Colmar, parce que ça évite de typer une odeur à un contexte ou au travail ou autre chose. Donc cette mandarine, on va pouvoir l'utiliser seule ou associée avec d'autres. On va pouvoir aussi penser, surtout si on n'aime pas l'huile essentielle de lavande, à l'huile essentielle de petits grains bigarade. Donc là, c'est de la feuille et des petits agrumes d'oranger amer. Ce petit grain bigarade a une chimie très proche justement de l'huile essentielle de lavande officinale, mais ça n'en a pas l'odeur. Alors c'est plus masculin d'ailleurs, hein, c'est plutôt l'huile de l'homme actif qui doit, alors là aussi ça va être l'huile du soignant qui doit quand même aller au combat, qui doit quand même aller sur le front, hein, puisqu'on réutilise ce genre de termes actuellement avec ce que nous vivons, hein, et ça va apaiser, calmer, et ça va en même temps donner du courage. On peut l'associer effectivement aussi avec des huiles comme ça. Enfin, l'ylang-ylang, pour moi, c'est plus une huile qu'on va prendre en rentrant à la maison, qui va permettre de diminuer le niveau de concentration pour justement prendre le temps de se poser, prendre le temps de passer à autre chose, de s'occuper de ses proches et de soi-même. Hein, parce que souvent, quand on est soignant, on est bien placé pour savoir qu'on s'oublie parfois. Et c'est bien dommage parce que c'est très important aussi de faire attention à soi. Hein, avant même de faire attention aux autres, je crois que notre psychologue dirait la même chose, c'est-à-dire que on ne peut jamais mieux s'occuper des autres que si on prend soin de soi aussi. Donc cet ylang, choisissez-le de qualité, une complète, un totem, éventuellement un extra. Ça, c'est déjà un petit peu plus cher. Donc si c'est pour l'institution, c'est déjà un tout petit peu plus de moyens, mais c'est effectivement très important. Alors, je vous ai mis ici quelques petites formules pour une salle de repos, par exemple, ça peut se diffuser, du petit grain, de la mandarine. J'ai rajouté 2 autres huiles essentielles que j'ai pas mis dans le top 5. Un, parce qu'elles sont un petit peu plus chères, comme la camomille romaine. On s'en sert notamment en pré-anesthésie, dans les angoisses. Hein, vous nous parliez tout à l'heure des angoisses. Effectivement, cette lavande cette camomille romaine peut aussi être utilisée pure, ici sur les poignets, pour un soignant, une crise d'angoisse qui monte. Allez, on va le respirer, on va se calmer. On peut l'associer avec d'autres thérapies complémentaires, bien sûr, l'aromathérapie, en mettant par exemple quelques gouttes ici au creux de la main, et en exerçant une cohérence cardiaque qui va calmer le cœur, se poser, fermer les yeux, lâcher prise. Et puis, Véronique citait justement Boris Cyrulnik, essayer d'être dans la résilience, même si je crois que c'est assez compliqué parce que on parle peu du deuil, finalement, du deuil pour les soignants qui accompagnent, du deuil pour les gens qui perdent quelqu'un. On a fait un deuil national pour justement cet enseignant qui a été assassiné de manière atroce. J'espère qu'un jour, on fera un deuil national pour tout ça, parce que là, c'est des chiffres qui s'enchaînent, qui montent, qui baissent. C'est extrêmement anxiogène. Et au-delà de remplir les services de réanimation, et c'est très préoccupant, moi, ce qui m'inquiète, c'est que ce virus et toutes ces choses-là vont finir par remplir aussi les services psychiatriques, parce que en plus on est vers l'hiver, les fêtes qui approchent, l'incertitude, c'est extrêmement anxiogène. Les gens se sentent enfermés comme des rats. Moi, j'ai eu aussi ce retour-là. Des patients qui finalement ont des comorbidités et restent chez eux, donc on ne mesure pas non plus les mortalités collatérales des gens qui ne se sont pas soignés, qui ont eu tellement peur. Donc on va les aider. Et nous, on va aider aussi les soignants, les collègues, avec cette camomille, cette mandarine, ce petit grain. Et on va rajouter ici une autre huile essentielle qui s'appelle la marjolaine à coquille,
qui est plus une essentielle de l'humeur, c'est-à-dire que c'est un thymorégulateur. On va justement aider, en gros c'est le petit soleil qu'on va s'apporter. Pour bien le retenir, j'ai une amie qui me dit quand j'en mets sur les poignets, c'est comme si je venais de boire une coupe de champagne. Donc, vous voyez, ça va redonner un peu de zen, de calme et lutter contre cet état dépressif qui est malheureusement très très normal. Je vous ai mis également une formule ici qui est utilisée au Centre de cancérologie de Lorraine, qui nous a été proposée par un remarquable étudiant qui lui-même, Laurent, a travaillé pour la Fondation pour faire cette cartographie. Eh bien, Laurent proposait justement au Centre de cancérologie de Lorraine dans l'accompagnement psychologique, parce que, eh bien, il faut aussi que les gens continuent à être soignés, on l'espère. Eh bien, de l'orange, de la lavande et du petit grain. Donc, vous voyez, on tourne un peu sur ces huiles-là. Je vous ai fait un peu le récapitulatif ici avec le citron. Catherine évoquait tout à l'heure le pamplemousse. Ce sont des huiles plus dynamisantes, même si c'est les mêmes molécules, on l'a vu. Vous avez également, on a évoqué rapidement le deuil. Vous avez notamment celle qui va calmer et soigner les bleus de l'âme. Effectivement, ce sera notamment l'hélicryse italienne qu'on va prendre plutôt en Corse pour qu'elle soit efficace de ce côté-là. En gros, c'est notre arnica de l'aromathérapie. Comme on utilise, pour ceux qui connaissent l'homéo, l'arnica en forte dilution, c'est-à-dire en 30 CH pour le deuil, les bleus de l'âme, l'hélicryse à respirer, et de la faute de bonne qualité, va calmer justement ces effets du deuil avec toutes ces phases qui sont très difficiles. Une autre que je n'ai pas citée, c'est le géranium rosa, qui va apporter beaucoup de douceur, beaucoup de rondeur, un peu comme la mandarine qu'on a vue tout à l'heure. Et puis, pour finir, n'oublions pas les huiles mystiques, mine de rien, que l'on soit laïque ou pas, on est dans un pays laïque. L'encens, bien sûr, qui va permettre de s'élever, de se poser, de calmer aussi au niveau du deuil, hein, puisque quoi qu'il arrive, on a des deuils à faire sur la communication non verbale où on met des masques. C'est l'avantage d'aujourd'hui, c'est qu'on peut voir tout le visage, mettre du rouge à lèvres aussi, ça paraît anodin, mais on peut plus en mettre, sinon on tache le masque, et prendre soin de soi. Vous avez le patchouli aussi pour méditer, pour calmer. C'est effectivement très important. Rester soudé par rapport à tout ça, ça révèle effectivement les différentes dimensions humaines. Mais on en a aussi qui aident. On a des protocoles qui se passent en Belgique, il faut le savoir, sur tout ce qui va être antiviral, mais aussi accompagnement psychologique. Moi, j'ai envoyé beaucoup de sticks là-bas avec une jeune dame qui s'appelle Pascale Freinet, et on a mis en place pas mal de choses. Et c'est ce dont va nous parler justement Serge dans l'EHPAD près de Lyon. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Je suis restée assez fondamentale, mais pour que vous compreniez l'intérêt de cette thérapie, pensez, il n'y a pas d'interaction médicamenteuse, pas de passage dans le sang, donc c'est simple et en même temps très efficace. Merci à tous. Merci beaucoup Françoise, vous m'entendez, oui. Merci pour ce complément d'information. Je pense que c'était vraiment important pour qu'on comprenne comment l'olfaction des huiles essentielles en fait peuvent aider psychologiquement les personnes. Et effectivement, je vous propose de poursuivre. Donc Françoise, je vais te faire disparaître, c'est la magie. Je vais faire apparaître Serge et avec son micro. Voilà. On t'entend, parfait. Et donc, on va poursuivre cet échange. Alors, Serge, vous êtes kinésithérapeute en libéral et vous intervenez dans l'EHPAD Le Château de Vernange, donc à Saint-André-de-Corcy dans l'Ain, où vous êtes aussi référent aroma depuis que vous avez obtenu le DU d'aromathérapie à visée clinique à l'Université de Dijon. Vous êtes aussi venu nous partager une expérience en aroma pendant ce premier confinement, qui a été une véritable épreuve pour les soignants et les résidents dans les EHPAD. Vous avez reçu un soutien spécial de la Fondation en mai 2020 et on en reparlera en fin de conférence. Ouais, bonjour, je travaille donc au Château de Vernange en tant que kiné et ostéo depuis une trentaine d'années au Château de Vernange. Après, j'y vais 2 jours par semaine. Par ailleurs, je suis formateur en kinésithérapie à la fac et en thérapie manuelle. J'interviens beaucoup dans le cadre du DPC, donc ce qui oblige à avoir de la recherche dans un cadre un peu scientifique. L'EHPAD du Château de Vernange est une EHPAD de 70 places. On a 16 personnes dans un UP. C'est un établissement en pleine campagne. Une partie occupe un vieux château de la fin du 19e dans un grand parc. Donc c'est intéressant d'avoir un grand parc parce que il y a un côté un peu calmant de la campagne. On a une quarantaine de membres du personnel avec une base infirmière qui est plutôt jeune mais stable. Par contre, avec un turnover, comme partout, un peu important au niveau des soignantes, même si on a quand même un noyau d'une petite dizaine qui reste attaché à l'établissement, et d'ailleurs heureusement.
comme beaucoup de structures, on a du mal à fidéliser des aides-soignants, des auxiliaires de vie. Heureusement, la directrice, l'infirmière cadre, le médecin coordinateur sont là depuis assez longtemps pour assurer une certaine stabilité. Pour ce qui est des résidents, c'est des résidents assez dépendants. On a 52% en GIR 1 et 2 qui sont les deux niveaux de GIR qui montrent le plus de dépendance. Pour ce qui est de la chronologie un petit peu des événements, dès le vendredi 13, donc avant les annonces du président de la République et devant le risque lié à la Covid, Madame Le Sur, qui est la directrice, a décidé de mettre en place un confinement total des résidents dans leur chambre, sans possibilité de sortir pour les repas ou les soins. Ils restaient enfermés dans leur chambre. Donc le personnel de l'EHPAD se chargeant au mieux de toute la partie médicale, mais aussi de l'hôtellerie, apporter les repas, faire manger certains résidents dans leur chambre. Donc déjà pas mal de tensions avec tout le personnel soignant, infirmières, auxiliaires de vie, aides-soignantes, qui allaient rapidement d'une chambre à une autre chambre, avec en plus des résidents qui ne comprennent pas tous ce qui se passait à ce moment-là. Ça commençait d'ailleurs déjà pas mal à râler dans les couloirs, le personnel commence à être frustré, à être stressé, fatigué et le dit. J'ai ressenti et constaté ce stress en les voyant travailler, en parlant avec les aides-soignantes, comme ça fait longtemps que j'y vais, donc c'est facile de discuter. D'autant plus que les nouvelles aides-soignantes, celles qui passent, celles qui restent pas très longtemps, connaissent pas forcément très bien la structure, connaissent pas forcément très bien les résidents, et malgré quelquefois toute la bonne volonté, elles ont un petit peu du mal à intégrer la nécessité d'aller vite et de faire bien ce travail, ce qui en entraîne souvent beaucoup plus pour les titulaires, qui sont obligés de donner encore plus. Comme je sortais depuis quelques semaines du DU d'aromathérapie, j'étais en pleine rédaction de mémoire, j'étais confiné. En tant qu'il est, à l'époque, on était totalement confiné. Bon, j'avais un peu de temps. J'ai eu l'idée d'apporter, le 17 ou le 20 mars à peu près, je ne sais plus exactement, de l'huile essentielle de camomille romaine, dont on vous a déjà parlé, et de proposer une application sur le poignet, un peu de perfusion aromatique, à tous ceux et celles qui me semblaient, entre guillemets, tendus. Ça allait aller de la directrice jusqu'aux aides-soignantes, en passant par beaucoup de monde. Je leur ai expliqué un peu l'intérêt de cette huile, cette calmante, notamment en phase de stress intense. L'idée, ça a plu, et j'ai recommencé plusieurs fois. La directrice me dit alors, en discutant, que la direction du groupe, on appartient à un groupe qui a plusieurs EHPAD, avait entre guillemets lâché sur le côté financier des mesures à prendre pour protéger les résidents. Et elle me demande si est-ce qu'on peut faire quelque chose en aromathérapie avec comme cadre un côté assainissant et un autre, un côté entre guillemets un peu zénitude pour le personnel, aussi un peu pour les résidents. Alors, peu de temps après, on est le 30 mars, j'envoie à Madame Le Sur, donc la directrice, un petit questionnaire sur les buts, qu'est-ce qu'elle veut qu'on fasse, les personnes concernées, les lieux de diffusion, et je lui envoie aussi 2 documents, la thèse de pharmacie de Laurent Otio, Françoise en a parlé juste avant, et un consensus d'experts destiné aux professionnels de santé, aux décideurs intervenant en milieu de soins sur l'aromathérapie, où étaient cités, compilés, beaucoup d'études sur l'aroma, expliquer les avantages, aussi les inconvénients, les protocoles de diffusion des huiles essentielles. Donc, 3 jours après, le 2 avril, après lecture, Madame Le Sur me confirme par mail son accord et celui du médecin coordinateur. Donc, comme j'étais confiné chez moi et que je finissais mon mémoire pour le DU, je me suis attelé à la rédaction du protocole ou des protocoles un peu dans l'urgence. Donc, qu'avez-vous proposé de faire pour venir en aide avec à cet EHPAD? Tout de suite, je suis un peu mis à la tâche. J'ai consulté un peu toutes les bases de données scientifiques pour savoir ce qui avait déjà été mis en place dans des cadres un peu identiques d'EHPAD, qu'est-ce qu'on peut proposer. J'ai aussi interrogé d'autres professionnels ayant été confrontés à ce genre de situation pour savoir un petit peu qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qu'ils pouvaient proposer. Le but qu'on avait, c'était de proposer une synergie pour une diffusion. Au départ, on parle plutôt de diffusion pour nous, dans les couloirs, aussi dans la zone UP, unité protégée, ex-Cantou, pour aider à lutter contre le stress du personnel soignant, qui se traduit avec de l'anxiété, de l'insomnie, fatigue, irritabilité. Ça, on le constatait dans les couloirs tous les jours. On voulait créer une ambiance olfactive de bien-être, de détente, mais aussi pouvoir bénéficier des propriétés assainissantes et antiseptiques des huiles essentielles, que ce soit pour l'ensemble du personnel, mais aussi pour les résidents, dont certains ne peuvent pas s'empêcher, notamment dans l'UP, de naviguer dans les couloirs. Après, il nous fallait aussi quelque chose de très sécurisé.
Alors, en suivant les conseils qu'on nous avait donnés pendant le DU, et pendant une relève, avec l'accord de la directrice et de l'infirmière cadre, j'ai organisé un petit atelier à Roma en leur expliquant le projet qu'on avait et en leur proposant de faire un choix entre une douzaine d'huiles que j'avais apportées. La démarche a plu et ça a impliqué toute l'équipe qui s'est dit, tiens, on fait quelque chose pour nous et on le fait avec nous. Donc après, on a choisi quelques huiles, il y avait une équipe, j'ai ensuite consulté la deuxième équipe pour avoir leur approbation, leur remarque. Il est ressorti une synergie avec 5 huiles essentielles. On a pris la mandarine verte, côté un peu anxiolytique, relaxante, un peu chélissante, le citron, anti-stress, c'est le côté peps un peu du citron, le petit grain bigarade, côté anxiolytique, relaxant. Les gens n'apprécient pas la lavande. Moi, j'avais des jeunes femmes, hein, donc c'est surtout les jeunes filles. Donc la lavande, des grands-mères peut-être, mais les jeunes filles, c'est niette. Le pin sylvestre, son côté un peu antiseptique, stimulant un peu, assainissant. Et puis l'huile essentielle, j'ai mis quelques gouttes d'ylang-ylang. Alors ça a beaucoup plu. Moi, j'ai un public exclusivement féminin et jeune. Ça a plu beaucoup. Ça, un peu ce côté un peu lâcher prise, il leur fallait un peu ça. Après, en discutant un peu avec la directrice, on a opté pour une diffusion par nébulisation, d'appareils un peu particuliers qui permettent de garder, de respecter les propriétés des huiles essentielles grâce à une diffusion qui est à froid, qui est bien adaptée aux lieux importants. On a des lieux importants, des grands couloirs. Les flacons étant branchés directement sur l'appareil, ça convient bien à des normes hospitalières et c'est programmable. Et en plus, c'est facile d'utilisation parce que d'abord, c'est la directrice qui s'en est chargée, qui s'est occupée au départ de la mise en route et de l'arrêt des diffuseurs. Donc pour moi, elle s'est impliquée. Bon, il y a une très forte implication même de la directrice. La directrice, le médecin coordinateur, la psychologue ainsi que l'infirmière cadre ont ensuite validé, ont fait un texte qu'on a inclus dans le protocole, un petit texte qui valide, qui essaie d'expliquer pourquoi ils sont d'accord avec cette mise en place de ce protocole. Le document sera ensuite, on a fait en sorte de tout mettre ça dans un feuillet qui a été ensuite envoyé aux familles des résidents pour leur faire part de cette démarche qui s'inscrit dans une volonté d'amélioration de la qualité des soins pour les personnes âgées de l'EHPAD. Après, on envisage d'interroger les familles avec un petit questionnaire d'évaluation sur leur ressenti avec la diffusion de ces huiles essentielles. Après, tout a été protocolisé, les lieux de diffusion, les horaires, les personnes responsables, les lieux de conservation des huiles, les précautions d'emploi, les fiches d'appréciation, les fiches d'évaluation. Ça fait l'objet d'échanges avec la direction, les infirmières, mais aussi les autres membres du personnel soignant. Enfin, on a cherché à mieux définir les différents aspects du protocole. Le plus long, ça a été de rechercher des études scientifiques sur les huiles, des études scientifiques validées sur les huiles. Et puis de trouver des projets d'aromathérapie déjà mis en place dans les structures de soins. On a inclus ça dans notre feuillet. On voulait présenter un document solide, que ce soit pour les résidents ou pour leurs familles, que ce soit pour la direction du groupe auquel appartient cette EHPAD, c'est quand même important, c'est eux qui vont in fine financer derrière, mais aussi, le cas échéant, à des structures médicales, les autorités médicales, par exemple l'ARS qui vient régulièrement visiter les EHPAD pour voir comment ça se passe. Ce document complet a été présenté, il a été approuvé par Françoise Coq-Marinier, et celle-ci, après, m'a conseillé de demander une aide et un coup de pouce à la Fondation Gat-Fossé. On est le 18 avril. Ça s'est passé de manière relativement rapide quand même. Par un mail le 21 avril, la Fondation a accepté de financer ce projet par un don exceptionnel dans cette période de Covid, qui comprenait l'achat de 5 diffuseurs, les huiles, l'intégralité des huiles, mais aussi, pour nous, cerise sur le gâteau, on a par discussion, notamment avec des films, on a inclus un stick olfactif pour chaque membre du personnel de l'EHPAD dans le but d'aider les soignants à être un peu plus zen dans cette période un peu anxiogène. Une pharmacie qui est spécialisée dans l'aromathérapie s'est chargée de préparer cette synergie, de préparer les sticks. Et on a eu la chance, j'ai pu avoir des huiles de super qualité. Et pour les sticks, le mélange choisi se rapprochait un peu de ce qu'on avait mis pour les diffusions, c'est-à-dire citron, mandarine verte et petit grain bigarade. On restait dans la tonalité des synergies, pas trop faire de choses un peu trop changeantes. Mais tout le monde a eu la même chose. Un protocole est mis en place pour expliquer comment s'en servir, donc côté facilité d'utilisation, le côté action immédiate, le côté personnel. Et ce côté personnel, ça plaît.
Tous les diffuseurs, synergie d'huile, les sticks, ça a été livré début mai. Donc tout ça, il s'est passé quand même juste un mois et demi. Et ça a été très rapide pour mettre ça en place avec l'apport de la Fondation Agathe Fossé. La directrice, elle a réservé ses sticks au personnel titulaire. Les intérimaires, souvent restant que quelques jours, donc c'était pas pour elle nécessaire de leur donner, c'était pas intéressant. Tous les diffuseurs ont été installés dans les jours suivants, avec bien sûr des recommandations sur la sécurité du matériel des résidents, notamment dans la partie UP, parce que là, on est sûr d'avoir des résidents qui allaient vouloir aller trifouiller là-dedans, comprendre ce qui se passait, toucher, etc. Bon. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est que l'ambiance générale s'est améliorée, même si c'est difficile de le dire avec précision. On arrivait en été, et comme on était à la campagne, les couloirs étant ouverts, aérés, diffusion a été alors arrêtée pendant quelques temps. Moi, les retours sur les sticks que j'ai eus sont plutôt positifs. Certains sont devenus accros, d'autres se disent ça constitue un plus. Un petit instant de détente, même si la pod est très anxiogène, ça permet un peu de calmer, mais aussi en même temps de rebooster. Cette expérience a plu et 2 personnes ont souhaité être formées, une infirmière qui est d'ailleurs la référente hygiène, et on a une référente bientraitance dans l'établissement. On a commencé à discuter avec elle de l'aromage, je leur ai présenté des huiles, expliqué en début comment ça fonctionnait. Et on a parlé de proposer aux résidents, par exemple, de proposer aux résidents des ateliers aromas très simples, mais aussi de la mise en place d'autres protocoles avec l'accord de la directrice. Ok, super. Ben, merci beaucoup. Du coup, on va enchaîner. Avec Jacques. Donc, toutes les questions, je vais juste le dire pour l'auditoire, les questions seront à la fin. Hein. On va essayer de finaliser toutes les interventions et on reviendra sur ceux qui ont posé des questions. Voilà, je laisse Ségolène continuer. Merci Serge pour ce témoignage et votre intervention. À présent, je voudrais donc donner la parole à Jacques Kopferschmidt. Jacques, vous êtes professeur de thérapeutique médicale à la faculté de médecine de l'Université de Strasbourg, spécialiste en médecine interne et qualifié en réanimation médicale. Convaincu de l'intérêt et du bénéfice de considérer la médecine dans sa dimension intégrative, vous enseignez les thérapies complémentaires au CHU de l'université et en école paramédicale. Vous êtes auteur de très nombreuses publications et membre du conseil scientifique de la Fondation. Jacques, est-ce que vous pourriez nous donner votre point de vue en tant que médecin et professeur sur la place des huiles essentielles dans l'accompagnement des soignants? On n'entend pas. Attends, voilà. Voilà, sans le micro, ça n'ira pas. Mais c'est vrai que la communication s'est améliorée grâce au Covid. L'accompagnement en période de crise, c'est sans doute quelque chose à laquelle on doit s'habituer progressivement. Alors, je pense que nos difficultés que nous aurons dans les prochaines années vont nous inciter à défendre l'hôpital autrement. Je crois que le principal problème que nous avons eu jusqu'à présent, c'est de nous être intéressés à notre environnement, mais de manière assez superficielle. Vous savez très bien, comme ça l'a bien été démontré, les soignants sont envahis par l'angoisse, le stress, l'épuisement, le sommeil. C'est pas nouveau, mais ça a été exacerbé ces derniers mois. Et dans ce contexte, c'est sûr que la nécessité de continuer à travailler, d'être fatigué ici, vous voyez comme les cigognes alsaciennes qui continuent à bosser, et elles travaillent quand même malgré tout. Et ça a été une période test d'un bon fonctionnement de la cohésion sociale. Dans cet environnement, beaucoup de personnes se sont mobilisées, en particulier ont développé des dessins encourageant les personnels soignants, etc. Mais il y a eu des périodes difficiles et dans une association qu'on a au CHU, on a essayé de relancer dans une période où on était démunis, complètement démunis, la capacité d'avoir des masques. Le masque représentait quelque chose qui était déjà un symbole, même si on avait des avis les plus divers dans ce sens. Et vous verrez que il est un vecteur malgré tout extrêmement important. Et ce masque a aidé beaucoup de monde à partir de couturières extérieures à l'établissement, puisqu'il n'y avait pas à l'intérieur. Au même titre que dans l'établissement, il manquait pas mal de choses. Il manquait du matériel, il manquait du matériel respiratoire, il manquait du matériel de protection. Et vous voyez que
au doute qui planait dans une période quand même extrêmement difficile où on ne connaissait pas cette maladie, on était un peu dans une euphorie des développements scientifiques, eh bien, il y a eu quelque chose qui a changé et les attitudes ont évolué. Les attitudes ont évolué parce que la cohésion dans un établissement s'est faite. En particulier, vous voyez là, dans un groupe assez important, on a travaillé sur la recherche collective de ce qui se faisait dans une pandémie. Et donc, on a changé complètement notre mode de fonctionnement et des personnes d'horizons les plus diverses ont commencé à travailler ensemble. Les psychiatres aussi ont développé une autre approche qui était celle de l'approche psychologique avec un accompagnement performant sous différentes formes, comment parler à votre enfant, comment gérer les effets du confinement sous différents aspects, comment gérer l'anxiété, un certain nombre de choses ont été dites. Mais cette partie-là n'est pas forcément suffisante puisqu'il faut tenir compte de deux choses, qu'il y a une prise en charge individuelle et une prise en charge collective. Dans les exposés qui ont été faits, on a bien vu qu'il y avait la conjonction des deux et que dans toute situation de crise, il va falloir travailler de manière duelle, c'est-à-dire sur ces deux approches. Or, malheureusement, souvent l'individu était un peu mis de côté par rapport à l'évolution. Vous voyez qu'on peut imaginer une salle de détente, on peut rêver encore longtemps, eh bien, ce n'est pas forcément sous cette forme-là qu'il y avait. Mais la nécessité d'avoir une prise en charge individuelle faisait partie de l'élément clé du développement de l'aide aux soignants. Et l'aide et le soutien aux soignants a été quand même un élément très novateur dans la partie de cette début d'année et qui va continuer et qui continuera certainement encore de manière plus intense dans les prochains temps. Mais toujours au front, il est clair qu'on est entouré de nombreuses pensées extérieures et beaucoup de personnes ont contribué dans un hôpital qui était saturé. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme moyen? Qu'est-ce qu'il y avait comme moyen possible en période de crise? Il y avait des moyens, par exemple, qui ont été mis en place par notre groupement pour essayer de faciliter les vécus, grâce à des développements de petites vidéos que les gens pouvaient regarder. On revient à l'idée que j'ai évoquée avant, la prise en charge individuelle, la prise en charge collective. Très souvent, les soignants se retrouvaient quand même seuls avec leurs préoccupations, pas forcément seuls pour pouvoir télécharger ou regarder, mais seuls par rapport à leurs angoisses. Et la preuve en est, c'est que très souvent, les numéros de téléphone, les hotlines, etc., n'étaient pas le besoin le plus important. Le besoin, c'était de pouvoir faire face à une emprise devenue difficile pour la vie professionnelle et pour la vie privée. Alors, ces différents éléments ont été un élément qui était important et pour lequel les personnels sous type, comme ça a été bien évoqué, quels qu'ils soient, administratifs, d'encadrement, les soignants, etc. Mais sans oublier aussi les nombreux étudiants et la notion intéressante qu'en période de crise, il y a des attitudes, et comme dans les périodes de guerre, malheureusement comme nous la vivons un peu en ce moment, eh bien, de nombreuses personnes se mobilisent. Et les étudiants ont été, par exemple, tout à fait remarquables et il ne faut pas les oublier dans cette période-là. Alors, il y a eu de nombreux gestes qui ont permis réponse par l'action de tout type, réponse par la gestion des émotions, par la prise en considération de la collectivité. Vous voyez que beaucoup de personnes ont apporté des éléments qui permettaient de vivre ou de survivre un peu autrement. C'est vrai qu'il y a un changement d'attitude et les merci sont venus de tous les sens. Mais derrière ça, il y avait un élément quand même très singulier, c'est que ce message-là était en contradiction finalement avec l'activité des soignants. La population, on leur demandait de rester chez eux et les soignants devaient aller au front et ça c'est quelque chose quand même d'assez singulier. Donc une double vie à conjuguer, une vie professionnelle et une vie privée. Et dans l'amélioration que l'on peut apporter par ce qui est évoqué aujourd'hui, eh bien, je crois qu'il faut que ces deux aspects puissent être pris en considération dans un hôpital. Les merci ont été nombreux, vous voyez que beaucoup de dessins ont été faits par des enfants aussi pour encourager. Et tous les sons que l'on peut avoir qui ont retenti, y compris les applaudissements, ont été particulièrement importants. Les merci ont été très nombreux. Mais l'aromathérapie ici est une aide qui est devenue incontournable. Et elle est devenue incontournable parce que
on peut déjà, comme ça a été évoqué, préparer le terrain hospitalier en situation calme. Et je crois que une démarche importante, et là j'insiste beaucoup en tant que médecin, de la nécessité d'anticiper sur toutes ces situations-là, et que là on a été pris au dépourvu, mais malgré tout, les exemples qui nous sont montrés aujourd'hui mettent en évidence qu'il y a une évolution quand même dans le concept dans notre pays. Mais la prévention en situation de crise est devenue une actualité qui devient extrêmement pérenne dans les prochaines années, quel que soit le type de crise. Et cette nécessité de conjuguer des moyens différents qui sont soit l'aromathérapie, mais toutes les autres approches qui permettent justement de passer ce cap, et l'attention particulière qu'il faut apporter aux soignants. Bien sûr, on peut parler des malades, mais les malades aussi sont bénéficiaires de ces éléments-là. Mais un hôpital ou une structure de soins pour lequel les soignants peuvent avoir une activité professionnelle, mais aussi une vie privée qui va devenir beaucoup plus calme et beaucoup plus sereine, est extrêmement important. Alors, à notre époque, et aujourd'hui, on n'a pas encore le mot de la fin. Et il était intéressant de travailler par rapport à l'aromathérapie sur ce sujet qui permettrait de pérenniser l'approche dans une structure complexe qu'est l'hôpital ou les structures d'autres natures de soins. Si je voulais intervenir ici, c'est pour montrer l'importance qu'il faut apporter à l'intérêt de ces approches complémentaires et l'intérêt de la complémentarité de ces approches entre elles. L'aromathérapie est sans doute un des piliers, peut-être pour l'instant encore un des moins connus, parce que le monde médical est peu formé à l'approche dans ce sens. Et je crois que la démarche que vous avez aujourd'hui est fondamentale et mériterait d'être développée par ailleurs. Voilà, je vous remercie et je pense que votre courage n'en est pas moins particulièrement important. Merci Jacques pour cette intervention et puis pour votre implication à faire émerger ce besoin justement d'accompagner les équipes soignantes au cœur de l'hôpital. La Fondation, elle s'engage effectivement aujourd'hui, elle s'engage à vos côtés, vous les équipes soignantes, en créant un programme spécial de soutien. C'est ça que je voudrais simplement rappeler aujourd'hui. C'est une nouvelle initiative, un petit peu à l'image de ce que Serge disait tout à l'heure à propos de l'EHPAD de Vernange. Et c'est quelque part grâce à cette question qui est arrivée de l'EHPAD que nous lançons aujourd'hui ce programme. Il s'agit de quoi? Il s'agit de venir appuyer notre vision d'une santé durable pour tous, pour les soignants, pour les patients. Cette initiative, elle privilégie la réactivité à un besoin urgent et elle se traduit par un don financier de 500 € par établissement pour l'achat de matériel, de sticks par exemple, de diffuseurs, d'huile essentielle. Alors, comment ça marche? Vous pouvez dès à présent nous envoyer un dossier de présentation à fondation-gatfossé.org. C'est une manière d'illustrer l'engagement de la Fondation à soutenir ce qui se passe en ce moment. Et on voit bien que les soignants comme les patients ont besoin d'être accompagnés et que l'aromathérapie à l'hôpital peut être une alternative. Donc, ce programme, il vient en complément des appels à candidature et appels à projets que nous diffusons par ailleurs. Effectivement, on a un appel à candidature pour le prix 2021 qui viendra reconnaître un établissement dans son usage remarquable des huiles essentielles en France, mais aussi à l'international. Le prix pour l'international a été lancé le mois dernier lors d'un congrès Botanica auquel la Fondation a eu le privilège d'être associée. Et le prix France va être lancé dans les prochaines semaines et vous pourrez effectivement aller regarder ça sur notre site internet. L'appel à projet pour les bourses, je le rappelle, c'est pour permettre à des établissements
de demander une bourse pour former les équipes soignantes. On en a entendu parler aujourd'hui. La formation, c'est quand même le, j'allais dire, niveau zéro qui permet de faire rentrer l'aromathérapie à l'hôpital. Et la Fondation soutient des équipes soignantes qui veulent se former sur le sujet. Elle soutient aussi des mises en place de l'aromathérapie et des protocoles à l'hôpital. Et enfin, elle soutient des études cliniques pour faire avancer la recherche et avoir de plus en plus de résultats probants qui démontrent les bienfaits de l'aromathérapie. Voilà, vous pouvez répondre à cet appel à projet ou à ces appels à projet dès la mi-novembre. Ils seront mis à disposition sur notre site internet. C'est bientôt la fin de notre première conférence en ligne. Je voudrais remercier au nom de toute l'équipe de la Fondation nos intervenants, ces témoignages qui nous ont été offerts par voilà, Catherine, Véronique, Serge, l'intervention de Françoise, de Jacques. Merci beaucoup. Vous nous aidez à comprendre, à toucher du doigt le quotidien des soignants et l'importance finalement de les accompagner au même titre que nous souhaitons accompagner les patients dans l'amélioration de la qualité de leur vie. Et voilà, et nous vous proposons de continuer à nous suivre, bien entendu, pour avoir la possibilité d'envisager une rencontre, cette fois-ci en présentiel, en espérant pouvoir le faire prochainement. Nous avons eu beaucoup de questions et à ce stade-là, je voudrais vous proposer que nous préparions un document qu'on vous enverra, vous participants, avec un certain nombre de réponses à apporter aux questions que vous vous posez. Je vous remercie en tout cas pour ce que vous nous avez déjà envoyé. Et Delphine, je te rends la main. Oui, alors, je vais mettre la caméra. Super. Voilà, je coupe la caméra de Ségolène. Je vais rappeler la caméra de Catherine. Hop, la caméra de Serge. Alors, je sais pas s'ils sont... Oui, voilà. Voilà, je vous remets à l'écran. Alors, j'ai oublié Véronique, si elle est encore là. Voilà, je suis désolée parce que il a fallu un petit peu écourter vos présentations. Il nous reste 10 minutes et je voudrais savoir si vous aviez quelque chose à rajouter suite aux différentes conversations que vous avez eues. Pardon. Delphine, avant d'enchaîner, excusez-moi, je voudrais simplement peut-être synthétiser un certain nombre de questions sous cette forme-là. Est-ce que finalement, il y a eu un certain nombre de questions autour de la pérennisation de ce dispositif que vous avez permis de faire apparaître dans vos établissements chacun? Est-ce que vous continuez? Est-ce que vous pensez que ces cellules que vous avez réussi à créer pendant cette période de crise, c'est quelque chose que vous avez la possibilité de maintenir? Que vous êtes soutenu dans cette démarche? On a entendu rapidement Serge dire qu'il y avait des initiatives en termes de formation. Qu'est-ce qu'il en est pour chacun d'entre vous et qu'est-ce que vous pensez pouvoir faire par rapport à ça? Bon, si je peux intervenir une seconde. Ce que j'aimerais dire, c'est que ce qu'on a mis en place, nous, ça a plu. Ça a plu, ça a pris. Et ça a permis de démarrer une démarche en aromathérapie. J'ai ensuite, moi, proposé qu'on puisse disposer dans l'EHPAD d'une quinzaine d'huiles essentielles, d'une petite trousse d'une quinzaine d'huiles, les plus importantes. Et j'ai même eu la possibilité de choisir parmi la plus belle qualité de ces huiles-là. Donc, on est cherché dans les labos qui ont choisi la plus belle qualité. Sur 2-3 d'entre elles, la camomille romaine et la lavande et l'hélicryse, je voulais le top qualité parce que ça me semblait important d'avoir quelque chose de tout de suite de très très bien, histoire qu'on ne parte pas sur du bas de gamme. Ensuite, avec la directrice, elle m'a demandé de travailler sur 2 nouveaux protocoles. Des protocoles de fin de vie, donc un protocole cutané et un protocole en diffusion. Donc ça a été mis en place, ça a été protocolisé. Donc on a pris des choses un peu classiques, bien sûr.
Et là, on travaille actuellement sur 2 nouveaux protocoles. Un protocole plutôt pour les patients stressés dans l'UP, un protocole cutané, massage des mains, des pieds. Ça, c'est la demande des soignantes. Et là, on est en train de travailler aussi sur un stick olfactif d'accueil pour les patients qui rentrent en EHPAD. Alors, seulement ceux qui sont capables de gérer un stick, parce que ceux qui rentrent en UP ne sont pas capables de gérer un stick, ils sont capables de pas grand-chose. Donc là, c'est en cours. J'en ai préparé 2. Je les ai laissés à l'EHPAD, qui soient pour le personnel. Ils vont l'essayer et ils essaieront aussi auprès des résidents. Et ces 10 derniers jours, la directrice m'a demandé de réfléchir à une synergie tournant autour du syndrome de glissement. Alors là, c'est déjà un peu plus compliqué. Mais bon, on va s'y atteler, on va essayer de réfléchir à ça avec l'équipe de façon à voir ce qu'on peut un peu proposer plutôt à orientation stimulante. Donc voilà, c'est en train de se pérenniser, c'est en train de s'installer, c'est en train de rentrer dans les mœurs de l'EHPAD. Bon, j'ai quand même la chance d'avoir une directrice qui est particulièrement à l'écoute. Bon, on a une relation de confiance qui s'est quand même établie depuis pas mal de temps et qui me laisse carte blanche pour mettre en place des choses. C'est ça, voilà, ce que je voulais rajouter, c'est que ça rentre à l'EHPAD et ça se protocolise justement de manière très intéressante. Voilà. Merci Serge. Catherine? Oui, alors nous, clairement, c'est en place depuis pas mal d'années. C'est vrai que c'est une expérience qui a ramené beaucoup d'aficionados, on va dire, puisque voilà, la pharmacie a pu tester. Alors c'est vrai qu'à part livrer les huiles, il n'y avait pas forcément un contact rapproché avec l'aromathérapie, mais on les a soutenus aussi et ça a été des retours tellement positifs que de toute façon on va poursuivre. Là, j'ai eu l'autorisation de continuer en fait la prise en charge du personnel quel qu'il soit. C'est vrai que tout le monde en a bénéficié. J'ose espérer que ce soit monté très haut parce que voilà, derrière une fonction, il y a un humain qui est aussi en difficulté, qui exprime des besoins ou qui l'exprime pas, mais qui en souffre quand même. C'est vrai que le service de santé au travail a pris le relais dans le sens où maintenant, on identifie le personnel qui ne va pas bien, ça passe par le service de santé au travail et on nous les envoie maintenant, que ce soit à la psychologue ou à moi-même. On va vraiment développer ça. Dans le projet aussi à venir là rapidement, on va proposer, alors c'est pas tout à fait un soutien par rapport à tout ce qui est trouble émotionnel, mais c'est un soutien par rapport à la prévention des pandémies, quelque chose qui va rassurer le personnel qui est très en demande. Donc on a eu l'idée de proposer un stick pour le personnel qui le souhaite, de façon alors bien sûr qui contient eucalyptus radié, du ravitsara, voilà, des incontournables, et puis de voir si éventuellement ils ont pu constater moins de maladies, voilà, un état qui soit plus positif et moins dans la maladie. Après, il ne s'agit pas d'obliger par ce biais-là le personnel à rester au travail, hein, mais en même temps, comme je dis souvent, on est mieux quand même au travail plutôt que couché au lit avec une grippe. Donc voilà, c'est surtout le but d'accompagner. Donc ça a aussi été accepté. Donc voilà, ils sont de plus en plus convaincus. Bon, chez nous, ils le sont depuis un moment, mais encore plus dans le prendre soin du personnel. Et ça, c'est quelque chose qui est très tendance. C'est vrai, les risques psychosociaux, voilà, on commence à les prendre en charge. Mais enfin, on essaye d'accompagner au mieux. Ça devient un vrai outil de travail. C'est ce qui est important aussi. Et beaucoup de professionnels, quels qu'ils soient, on peut en prendre conscience à ce moment-là. Super, merci. Merci beaucoup. Véronique, est-ce que vous voulez rajouter Non, mais je crois qu'on va poursuivre aussi ce binôme de mettre des mots sur ce qu'on peut ressentir. Voilà, vraiment, ça fonctionne. Hein, le ça de la topique freudienne de l'inconscient, ça fonctionne vraiment, comme nous l'a dit aussi Françoise. Il y a un effet quand même vraiment important de l'aroma et de mettre tout de suite des mots. Il y a un effet très bénéfique d'associer les deux et de pouvoir toutes les deux affiner selon là où on habite, hein, selon nos compétences à chacune. Je crois que là on avance pour quelque chose, comme a dit aussi Jacques avant, quelque chose de très personnalisé aussi. Je crois que là on avance aussi sur quelque chose d'un style personnalisé. Ça me paraît important. Voilà, de soutenir la singularité. Merci beaucoup.
Merci, merci encore une fois à tous les trois. Merci Françoise, merci Jacques. Je voulais vous rappeler que ce webinaire, il a été enregistré. Il sera effectivement mis à disposition en replay pour les équipes qui le souhaitent et qui souhaitent le visionner. Ce sera un lien qui sera à disposition sur notre site internet. Également, voilà, nous espérons encore une fois vous retrouver prochainement lors de la rencontre qu'on organise au printemps prochain, peut-être d'ici là sous une autre forme numérique comme on l'a vécu aujourd'hui. Merci d'avoir joué le jeu. Merci aux participants d'avoir également répondu présent. N'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn, hein, c'est là qu'il y a les dernières actualités sur la fondation et les projets que nous soutenons, et donc de voir comme ça les porteurs de projets qui sont aussi passionnés que vous par les huiles et leurs bienfaits. Voilà, on clôt cette rencontre. Merci à tout le monde et puis prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Merci Delphine.